La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait du masterclass de plus de 12 heures où je montre comment scaler un business en high ticket avec l'IA. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes Général Macora. Sur cette chaîne, je m'adresse principalement à des personnes qui ont un business en high ticket, qui font déjà à peu près plus de 20 000 euros par mois et qui souhaitent scaler leur business. Il faut savoir que je me suis lancé en high ticket il y a à peu près plus de 2 ans et demi dans la niche du photovoltaïque où j'ai réussi à avoir sur 3 mois d'affilée à peu près plus d'1 an. 3 mois d'affilée, des pics à plus de 140 000 euros par mois. J'ai acquis une certaine expérience pour développer ensuite un programme d'accompagnement. Ce n'était pas mon premier business. Je me suis d'abord lancé avant cela dans l'e-commerce. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, mais je parle aussi, c'est un disclaimer que je fais, je parle aussi de tout ce qui s'apparente à des disciplines scientifiques bien plus fondamentales. Je parle des méthodes épistémologiques, je parle de sciences, je parle d'économie, d'histoire, de sciences sacrées, de spiritualité, de philosophie, car j'estime que au travers de ces disciplines scientifiques, au travers de ces méthodes épistémologiques, on peut comprendre des mécanismes qu'on peut implémenter dans son business. Et donc, dans cette vidéo, j'explique 3 notions économiques qui sont importantes à comprendre afin de les implémenter dans son business, afin d'optimiser nos chances de scaler notre business. Je parle premièrement des croyances fondamentales à comprendre, à assimiler pour ce qui est de l'avatar client. Je parle ensuite d'un concept que j'appelle le unfair advantage, c'est-à-dire quelque chose qui vous différencie de vos concurrents, permettant à vos clients, à partir du moment où ils ont signé avec vous, d'avoir des résultats très significatifs instantanément, c'est-à-dire quelques minutes après la signature, ou bien dans la même journée, ou bien dans 48 heures après la signature, mais en tout cas au plus tard 7 jours après la signature. J'explique que l'Unfair Advantage est un dessert qu'il faut que tu développes dans ton offre marketing, permettant à tes clients d'avoir des résultats instantanés, ce qui optimisera tes chances de scaler ton business. Mais j'explique aussi un concept qui est extrêmement important à comprendre. Voilà pourquoi je tenais à préciser. Je parle aussi d'histoire, d'économie, de méthode épistémologique. C'est le concept du levier économique. Et donc, dans cette vidéo, je fais une démonstration, je parle d'histoire, je parle d'économie, afin de comprendre le levier, afin de l'assimiler pour véritablement l'implémenter dans son business, car c'est véritablement important. Il faut comprendre le levier économique pour l'implémenter dans son business, afin de scaler son business. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, afin que cette dernière t'encourage à te rediriger vers l'entièreté de la masterclass de 12 heures, où je parle d'étiquette avec l'IA. Le lien est en description de la vidéo, ou bien si tu n'as éventuellement pas le temps, j'espère que cette vidéo te plaira afin que tu aies directement réservé un appel. Le lien aussi étant en description de cette vidéo afin que nous évaluions la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Quand on dit gagner de l'argent avec l'IA, il ne s'agit pas de lancer quelques automatisations sur Mac, d'ouvrir une chaîne YouTube et de vendre des automatisations à la va-vite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La vraie logique est la suivante. Vous identifiez une niche précise, vous analysez cette niche, vous comprenez ses besoins, blocages, les croyances fondamentales des personnes qu'on va potentiellement toucher. On va construire une offre à base d'IA pensée spécifiquement pour cette niche. Donc le rôle de vos compétences IA, pour réussir, il faut croiser 2 choses. Les besoins de la niche que vous ciblez, les compétences IA que vous maîtrisez. Si vous n'avez pas encore de compétences, vous devez les apprendre. Et si vous êtes ici, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer exactement quelles compétences IA développer pour bâtir une offre solide et crédible. Je donne un exemple. Lorsque je dis les besoins de la niche que vous ciblez, les compétences IA que vous maîtrisez. Je vais prendre l'exemple de l'e-commerce. Réponse, si vous avez une certaine créativité de la chose, une certaine, on va dire, aptitude dans ce qui est de l'irrationnel, c'est-à-dire une forte capacité à imaginer, à concevoir, à créer le désir, la passion, l'émotionnel, l'intuitivité, la connexion, le lien profond, l'intrication quantique avec les autres, et que vous savez le matérialiser, formez-vous avec l'IA pour ce qui est de créer des vidéos avec Runway, Google VO3, Nano Banana, savoir comment automatiser et coder la chose avec ChatGPT. Et naturellement, vous allez voir des e-commerçants et leur dire que vous pouvez leur proposer une installation, une infrastructure IA pour que ces personnes puissent
excusez-moi, pour que ces personnes puissent avoir en automatique des vidéos qui vont les aider à créer le maximum de publicité possible pour tout le temps nourrir leur création de contenu et leur publicité. D'accord? Et là, tout à l'heure, on l'a dit, les croyances fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a le choix de la niche, il y a la validation de l'offre, mais avant la validation de l'offre, il y a les croyances fondamentales qu'il faut parfaitement analyser, les croyances fondamentales du marché, les croyances fondamentales de la niche, de l'avatar client qu'on va potentiellement toucher. Et à cela, on va ajouter un petit dessert à notre offre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais cela s'appelle le Unfair Advantage. C'est le nom que j'ai donné à ce qu'il faut composer, à ce qu'il faut ajouter comme dessert dans son offre. On va en parler tout à l'heure, mais il faut avoir ces composantes. Et là, quand je parlais des croyances fondamentales, quand je vous dis que si vous avez une certaine capacité, une certaine aptitude à générer, ça s'appelle de l'énergie féminine, hein, à générer de l'irrationnel, de la connexion, de la profondeur avec les autres, et que vous pouvez le monétiser, quand je vous disais cela avec les e-commerçants, avant d'avoir cette démarche de penser en termes de capacité à générer l'irrationnel chez les autres, il fallait bien évidemment identifier les croyances fondamentales de l'e-commerce, de l'e-commerçant. Donc, c'est-à-dire que quand je parle des croyances fondamentales, le mec que je veux potentiellement toucher, je regarde d'abord ses croyances fondamentales. Qu'est-ce qui intéresse l'e-commerçant? Qu'est-ce que veut l'e-commerçant? Quels sont les centres d'intérêt de l'e-commerçant? Quels sont les objectifs de l'e-commerçant? Et quelles sont ses croyances? Et quelles sont les croyances fondamentales de l'e-commerçant? C'est-à-dire, dans le business, quelles sont les choses auxquelles l'e-commerçant croit fondamentalement? Est-ce qu'il pense que fondamentalement, on ne peut faire de l'argent qu'avec des ads, ou bien avec de l'organique, ou bien qu'il faut toujours vendre moins cher, ou bien qu'il faut toujours vendre plus cher? Quelles sont ses croyances fondamentales? Il faut d'abord les étudier avant de savoir qu'ensuite, est-ce qu'on peut créer un relationnel entre les croyances fondamentales de notre client et nos compétences. C'est ce que je voulais dire par là. Donc, le mindset à adopter. Le marché et l'offre ne peuvent pas être dissociés. Avant même de parler de niche, il faut comprendre le mindset de construction d'une offre. C'est ce que j'appelle le unfair advantage. Les gens veulent toujours la même chose. Donc, pour construire le unfair advantage, il faut d'abord retenir les principes fondamentaux de ce qui relève des croyances fondamentales d'une personne, d'un marché, d'une personne, d'un business, d'un pratiquant de business, d'un entrepreneur. Il y a toujours des croyances fondamentales dans l'économie dans laquelle nous sommes, dans les pays dans lesquels nous sommes. Il y a une croyance fondamentale des personnes. Et voilà les 4 règles à retenir à tout jamais. C'est les gens veulent ce qu'ils désirent au moment où ils en ont le plus besoin, sans avoir à fournir le moindre d'effort, de la part de la personne qu'ils ont le plus confiance, et qui comprend le mieux leurs besoins. Et aussi, ils veulent une méthode facile, rapidement implémentable, facilement compréhensible, avec un mode opératoire facile à aborder pour implémenter cette chose. Donc ça, c'est les règles fondamentales des croyances fondamentales. On va y aller plus en profondeur. Votre rôle, c'est de bâtir une offre qui incarne cet unfair advantage. C'est le bonus invisible, la partie qui fait que votre offre devient irrésistible pour votre marché. Donc, avant qu'on regarde le unfair advantage, on fait un petit résumé rapide. Vous construisez une offre à étiquette. Vous avez, première chose, la niche à choisir. Ensuite, les compétences IA qu'on va développer. Deuxième chose, les croyances fondamentales de la niche et du marché. On construit notre offre. Lorsqu'on construit notre offre, ensuite, à cette offre, on met un unfair advantage. Je donne un exemple rapide. Je décide de me lancer en e-commerce. Quelles sont les croyances fondamentales des entrepreneurs qui sont dans l'e-commerce? Les entrepreneurs en e-commerce veulent quelque chose auquel ils croient. Ils veulent un mode opératoire facile, rapidement implémentable, facile de compréhension, quelque chose qu'ils désirent, quelque chose dont ils ont besoin maintenant, quelque chose qui va leur être partagé, fourni, donné par la personne qui les comprend au mieux. Donc, c'est-à-dire, les personnes qui sont dans l'e-commerce vont naturellement faire confiance à des personnes qui ont déjà pratiqué de l'e-commerce ou bien qui ont déjà travaillé longtemps avec des e-commerçants. Donc, il veut quelque chose facilement accessible, facilement implémentable, facilement compréhensible, quelque chose dont ils ont besoin maintenant, qui leur apporte de gros résultats.
ils ne veulent fournir aucun effort pour avoir cette chose. D'accord? Et en plus de cela, ils veulent cette chose, ils veulent que cette chose leur soit donnée par la personne en qui ils ont le plus confiance et qui, visiblement, comprend au mieux leurs besoins. Donc ça, c'est la croyance fondamentale de l'entrepreneur en e-commerce. Donc, à partir de là, on remet tout en question. Par exemple, on sait que l'e-commerçant, il est obnubilé par son pourcentage de panier moyen. C'est-à-dire, normalement, lorsque des personnes arrivent sur le site e-commerce, à chaque étape, le pourcentage est diminué par 2. Il y a vue de profil, il y a vue de page, d'accord? Il y a vue de contenu, il y a ensuite panier moyen. Ensuite, il y a les personnes qui se retrouvent dans la page où on met ces informations de paiement. Ensuite, il y a procéder à l'achat. Et à chaque étape où on avance dans le process, le pourcentage est diminué par 2. La plupart des e-commerçants veulent déjà que les vues de page de leur page de vente, leur page produit sur leur site e-commerçant soient déjà à peu près de près de 15% pour se retrouver avec un taux de conversion d'à peu près 4%. C'est les choses qu'ils veulent. Ils savent pertinemment qu'il faut bon nombre de publicités, il faut bon nombre de vidéos. Ils savent que les vidéos qui fonctionnent le mieux, les publicités qui fonctionnent le mieux sont des publicités qui sont axées, qui font à peu près naturel lorsqu'on fait la promotion du produit. Donc, ils savent que les UGC, c'est une bonne chose. Ils ont pertinemment conscience que l'IA existe. Il y a aussi, l'e-commerçant veut peut-être des moyens de livraison plus rapides. Ils veulent une infrastructure, ou bien en tout cas, ils veulent peut-être une infrastructure type Amazon, c'est-à-dire quelque chose qui va leur permettre de livrer leurs produits le plus rapidement possible. Ils veulent un SAV, ils veulent plein de choses. D'accord. Mais la principale chose, dans toutes leurs croyances fondamentales, c'est ce qui va leur apporter le plus d'argent. Donc, générer le maximum de chiffre d'affaires. Donc, le maximum de matière qu'ils peuvent avoir en publicité et en création de contenu organique. Donc, ils veulent des vidéos à l'infini. D'accord, parce que naturellement, tout ceci, ils veulent des vidéos de bonne qualité, des publicités de bonne qualité, ou bien des personnes qui vont leur permettre de faire des vidéos de très bonne qualité, car naturellement, si la publicité, si l'organique, si le marketing est bon, tout va s'améliorer, et ensuite, ils voudront leur infrastructure pour livrer le produit le plus rapidement possible. Donc ça, normalement, c'est les croyances fondamentales de manière très générale de l'e-commerçant. Ensuite, à cela, normalement, quand je dis qu'il faut étudier les croyances fondamentales de l'e-commerçant, on regarde, nous, quelles sont les compétences IA qu'on peut fournir en fonction de la croyance fondamentale principale de l'e-commerçant. Il veut le maximum de création de contenu pour faire des publicités et un organique. Donc, naturellement, est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Est-ce qu'on peut créer une infrastructure où on va permettre à l'e-commerçant de générer le maximum de vidéos UGC avec l'IA? Si c'est possible, très bien. Est-ce que cette infrastructure est facilement implémentable pour l'e-commerçant ou bien est-ce que vous pouvez l'implémenter facilement pour l'e-commerçant? Très bien, si c'est intéressant. Est-ce que cette infrastructure va lui permettre de générer le maximum de résultats? Naturellement, oui, parce que si les publicités fonctionnent, le chiffre d'affaires fonctionne. Est-ce que vous êtes un e-commerçant pour expliquer tout ce que je viens de vous expliquer à l'e-commerçant? Parce que l'e-commerçant, il a ses chiffres, il a sa data. Donc, il va vous poser des questions. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que le taux de panier moyen pour lui est important, ou bien que la simplicité d'une page de vente est important, ou bien que l'authenticité de ces vidéos, eh ben, c'est important, il va bugger. Il va vous dire, même si vous comprenez l'infrastructure, même si vous comprenez mes besoins, j'ai l'impression que vous n'avez pas une véritable expérience sur le terrain pour ce qui est de l'e-commerce. Si, par contre, il est capable de comprendre que vous avez cette expérience pour l'e-commerce, là, c'est une bonne chose, il vous écoute. Et c'est comme ça que vous cochez les cases petit à petit pour, au final, présenter une offre intéressante à étiquette pour que le commerçant puisse, lui, l'implémenter. Très bien. À cette offre-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle le unfair advantage. L'unfair advantage, c'est quoi? On a dit, les gens ont des croyances fondamentales. Ils veulent des choses rapidement implémentables sans fournir le moindre effort qui leur permettent d'avoir le maximum de résultats. Donc, c'est-à-dire que vous, dans votre offre à étiquette, l'offre que vous avez présentée à votre client, quel va être ce truc que vous allez ajouter en dessert qui va créer de la dopamine instantanément chez le client? Quel est ce truc qui va permettre à votre client, lui, d'avoir des résultats instantanés? Je vais donner un exemple. Moi, dans le high ticket, pour ce qui est resté du photovoltaïque, j'ai étudié les croyances fondamentales de mon marché, donc les installateurs de photovoltaïque. J'ai étudié les croyances fondamentales des potentiels clients de moi, ma target, donc c'est-à-dire les installateurs photovoltaïques. Je savais quelles étaient les croyances fondamentales des deux. Étant donné que je savais quelles étaient les croyances fondamentales des deux, je savais exactement ce qui
prenait la tête, on va dire, aux installateurs du photovoltaïque. Ils voulaient ce qu'on appelle des installations, très simplement, entre 8 000 et 32 000 euros. Ils voulaient le maximum de personnes qui étaient prêtes, qui voulaient là maintenant voir sur leur plafond, sur leur, comment on dit encore cela, j'ai oublié, l'installation de 8 à 9 panneaux photovoltaïques. Ils ne voulaient pas se casser la tête à filtrer des leads, à passer des appels, à sans arrêt convaincre les personnes, à leur expliquer le PTZ, le taux zéro, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils ne voulaient pas sans arrêt passer par ce long processus pour ensuite faire la vente. Donc, très bien, j'étudie les croyances fondamentales du marché, je sais exactement ce qu'ils veulent. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la masterclass, parce que j'ai fait la liste. Ensuite, je savais exactement ce que voulaient eux, par contre, les personnes, les propriétaires de maisons qui voulaient ces installations. Donc, tout simplement, vous n'avez pas dépensé autant d'argent. Vous avez pertinemment conscience que l'État, lui, avait un rôle à jouer pour ce qui était d'installation de photovoltaïque. Donc, qu'est-ce que moi je fais derrière? Je construis une offre où je vais faire je vais créer le relationnel avec les personnes qui, elles, sont propriétaires de maisons et qui peuvent être intéressées pour ce qui relève de l'installation de photovoltaïque. Je vais mettre en place tout un processus de qualification de ces personnes. Donc, je filtre, premier appel, deuxième appel, troisième appel, j'ai des setters, j'ai des closers, on parle, on se fait passer, même si j'ai pas le droit, on se fait passer pour les mecs qui installent du photovoltaïque. Bam! Ensuite, j'arrive, suite à 14 jours d'entretien avec des personnes qui, elles, sont d'accord avec nous pour installer là le photovoltaïque parce qu'on s'est fait passer pour un installateur alors qu'on n'a pas le droit, mais on l'a quand même fait. Hein, économie de domination, il faut aussi toujours un peu tricher. Hein, c'est les règles fondamentales d'une économie dont on a parlé tout à l'heure, l'économie de la domination, l'économie verticale, l'économie patriarcale, l'économie productiviste, l'économie non régénératrice. Donc à partir de là, on a une liste de personnes qui, elles, veulent bien qu'on installe les panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller contacter les installateurs du photovoltaïque et puis on va leur dire, tenez, regardez, on peut travailler avec vous. On a des personnes, même d'ailleurs, si vous signez avec nous, on a directement des personnes qui sont prêtes à lancer les démarches instantanément pour une installation de photovoltaïque. Je dis, tiens, c'est intéressant, ok, qu'est-ce que c'est ces histoires? Hop, vous mettez en place tout le processus d'acquisition, setting, closing pour vous entretenir avec ces installateurs photovoltaïques. Et étant donné qu'avec ces personnes, il faut toujours montrer patte blanche, vous avez le choix. Soit vous leur montrez des vidéos, tout un process qui a été enregistré pour leur montrer de A à Z comment vous avez, avec un de vos clients, réussi à leur permettre de faire cette installation de photovoltaïque dès la signature du contrat à 15 000 euros avec cet installateur du photovoltaïque, ou bien vous leur donnez trois contacts que vous avez vous-même travaillé avec vos équipes pour qu'ils puissent ensuite, eux, les contacter et voir qu'ils s'entendent directement avec le propriétaire de maison, le propriétaire de maison disant même que oui, je sais qui vous êtes, on s'est entretenu, etc. Quand est-ce que vous venez installer le panneau photovoltaïque? L'installateur est surpris, dit ah bah tiens, c'est super, vous avez en fait fait tout le travail à notre place. Oui, c'est exactement ça. Ok, signons, travaillons ensemble. Donc moi d'ailleurs, le unfair advantage, c'est quoi? Ça a été de faire une équipe. Je vous dis ça comme ça a été très difficile. Hein. C'est très épuisant. Mais bon, quand même fait un pic à 140K. Ça a été très difficile, mais je vous dis ça comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place tout le processus pour justement se faire passer pour les mecs du photovoltaïque. L'unfair advantage était ici tout simplement qu'à la signature du contrat, la même semaine, ils ont une signature et ils signent un client. C'était ça l'unfair advantage. Donc, on a été capable de leur apporter un shot de dopamine instantanément. Voilà. Et là, on va d'abord lire l'unfair advantage et on va prendre ensuite d'autres exemples. Et ça, si vous réussissez à avoir ce dessert qui rend votre offre unique dans votre offre à ticket, c'est gagné. Amazon, en e-commerce, leur unfair advantage, pour ce qui est du B2C, même s'ils ne sont pas rentables avec, c'est de livrer instantanément les produits. Vous avez acheté sur Amazon, si vous êtes dans la bonne ville, Amazon vous livre le produit la même journée. Unfair advantage. On va voir ça tout de suite. Il y a une panoplie d'unfair advantage. Là, je vous donne des idées comme ça, mais vous devez à tout prix, lorsque vous finissez de construire votre offre à étiquette basée sur des compétences à l'IA, ou bien une offre à étiquette tout simplement où l'IA vous permet de mieux délivrer votre offre à étiquette, il vous faut un unfair advantage. Quel va être ce point dans votre offre qui va vous permettre, vous, d'apporter des résultats instantanés à vos clients? De l'argent. En fait, quand je parle de croyance fondamentale, c'est que le propriétaire
l'installateur de panneaux photovoltaïques, lui, je savais que pour les croyances fondamentales, les gens veulent soit plus d'argent, gagner de l'argent, soit gagner du temps, soit la monnaie qui leur permet de gagner par extension plus d'argent. Pour les installateurs du photovoltaïque, pour le coup, c'était les rendez-vous qualifiés. S'ils ont des rendez-vous qualifiés, les propriétaires qui sont prêts à l'installation, bah, par extension, ça veut dire plus d'argent. Donc nous, dans notre offre marketing, lorsqu'on faisait nos publicités marketing, on disait, on peut vous garantir 15 installations. On disait pas garantir 150 000 euros. On disait 15 installations, parce que naturellement, le mec se dit, c'est la même monnaie en fait, pour eux. C'est par extension, ça veut dire de l'argent. Donc, on dit 15 installations, il va se dire, ok, si l'installation me coûte 8 000 euros, il m'en garantit 15, ça me fait tel chiffre d'affaires. Et automatiquement, les mecs sont plus t'écoutent, et ils réservent un appel, parce que tu as une offre différente des autres. Mais il y avait une contrepartie, c'est que nous, ça me demandait énormément d'énergie. Donc c'est ça le marché offre avec l'IA. On va plus en profondeur. Mais d'abord, on finit avec l'unfair advantage. Donc je vous explique l'unfair advantage, je l'ai déjà expliqué. On part du fait, par exemple, que vous avez un jeune entrepreneur. Ça, c'est un autre exemple que j'ai donné. Vous avez un jeune entrepreneur. Il développe un accompagnement en community management. Il va faire du relationnel avec les entrepreneurs à la recherche de community managers. Il constitue une liste de ces entrepreneurs. Le jeune entrepreneur ensuite construit son accompagnement complet. Il fait la promotion de son accompagnement. Il a de nouveaux membres dans l'accompagnement. Les membres se forment dans son accompagnement. Et dès qu'ils se sentent prêts, le jeune entrepreneur met directement en relation son élève avec l'entreprise qui cherche un CM. Boum, son élève, a instantanément un client et rembourse son accompagnement. Voilà. Donc, je vous ai expliqué l'unfair advantage. Ça, c'est un unfair advantage. Donc, c'est-à-dire, j'ai un programme d'accompagnement, je vais faire du community management. Donc, naturellement, je vais peut-être toucher un peu plus de femmes. Très bien. Mon marketing, ça va être tout simplement de voyager, être dans des barques à Bali. Très bien. Je vais naturellement faire un premier travail, exactement comme Thierry l'a fait avec le photovoltaïque, je vais faire un premier travail. C'est-à-dire que je vais d'abord aller contacter les potentiels clients de mes clients, c'est-à-dire les potentiels clients des gens qui vont rejoindre mon programme d'accompagnement. Comme moi, j'ai contacté les propriétaires de maisons pour créer la relation de telle sorte qu'à partir du moment où j'ai une signature avec un installateur, parce que j'ai déjà fait le travail avec le propriétaire de maison, je mets les deux en relation, bam, signature, le mec gagne de l'argent dès la signature de mon contrat. Donc, moi, je suis propriétaire, moi, je suis l'entrepreneur qui veut construire un programme d'accompagnement sur le community management. Je m'appelle Sarah, je suis une belle femme. Eh bien, je vais naturellement attirer des femmes. Je vais d'abord faire de l'outreach, contacter tous les entrepreneurs que je vois sur Internet, toutes les compagnies que je vois sur Internet, leur demander quels sont leurs critères, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de community management, quels sont leurs défis, quelles sont les choses dont ces personnes ont besoin pour mieux desservir leur audience sur les réseaux sociaux. Je pose des questions. J'ai une liste d'entrepreneurs qui cherchent des community managers maintenant. Ok, très bien. Maintenant, je sais que j'ai la liste des potentiels clients de mes potentiels clients. Très bien, je fais mon programme, je fais mon marketing. Et là, ensuite, je fais ce qu'on appelle de l'ubérisation, tout simplement. Donc, les personnes, je les forme dans mon programme, tac, 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 rapidement, tac, 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 tac. Mon offre marketing va être la suivante. Je vous apporte des résultats instantanés dès la signature. Dès que vous entrez dans mon programme d'accompagnement, vous n'avez pas besoin d'attendre 90 jours pour commencer à faire vos premiers euros. Vous faites de l'argent maintenant avec moi. Maintenant, c'est-à-dire que vous signez avec moi, vous avez déjà fait de l'argent. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est possible ce qu'il raconte? Oui, c'est possible. Donc, les personnes entrent dans votre programme d'accompagnement. Ça va être des femmes, naturellement. Vous êtes une belle femme, vous attirez, vous dégagez de la confiance vis-à-vis des personnes qui vous regardent. Les personnes vont naturellement entrer dans votre programme d'accompagnement. Vous pratiquez un marketing de valeur, c'est-à-dire que vous partagez des valeurs dans votre marketing, de telle sorte que les personnes s'identifient à ces valeurs. Quelles vont être ces valeurs? La liberté, loin de la France, loin du stress de la France, loin de la fiscalité française, l'indépendance féministe, je ne sais quoi. Voilà les valeurs que vous partagez, vous le montrez en étant sur des barques, je ne sais pas, dans les espaces, on va dire, maritimes de Bali, d'Indonésie, voilà, les gens comprennent que, voilà, vous montrez la liberté, etc., etc. Dans votre programme d'accompagnement, vous faites des lancements, on va voir ça aussi plus tard pour l'acquisition,
pour avoir le maximum de clients. Bam, vous leur faites une petite formation. Vous créez quand même encore de l'urgence dans le programme d'accompagnement. Voilà, écoute, Sarah, je suis prête. Ok, bah tiens, voilà un community manager. Voilà une entreprise qui cherche un community manager là maintenant. Boum, hop, signature. Sarah, on va dire, Tiffany a remboursé son programme d'accompagnement, a remboursé l'argent dépensé pour le programme d'accompagnement instantanément. Tiffany remercie Sarah. Voilà. Il y a 1 milliard d'unfair advantage. 1 milliard. Par exemple, l'unfair advantage avec les créateurs de contenu. Il existe des mastodontes sur Internet qui sont capables d'être ultra viraux sur les réseaux sociaux. Exemple, Alexis Chenz, Andrew Tate, Oussama Hamar, Luc Belmar, c'est des personnes qui sont capables, avec un micro et leur voix, d'être extrêmement virales. Très bien. Ils vont lancer un programme, une formation qu'ils vont vendre pas cher. Étant donné qu'ils sont ultra viraux, malheureusement, ils ne peuvent pas vendre très cher. On l'a dit, expliqué en début de vidéo pour ce qui est du marketing. Marketing B2C, c'est différent du marketing B2B. Le marketing B2C, on touche le maximum de personnes, on dit des conneries, ça ne va pas être filtré, on est sur le volume, donc il va falloir avoir une cohérence vis-à-vis des prix. Donc on est sur des produits low ticket. Et à ces personnes qui vont rejoindre le programme d'accompagnement, on va avoir une offre où on va leur dire clairement, si vous venez, vous rejoignez le programme, vous allez faire de l'argent de manière instantanée. Pas dans 90 jours, pas dans 60 jours, pas dans 30 jours, maintenant. Comment c'est possible? Nanani, nanana. Donc, d'abord, vous allez payer le programme d'accompagnement, normalement, et vous allez voir ce qui va se passer dedans. Vous payez le programme d'accompagnement, tac, c'est fait. L'entrepreneur vous explique ce qu'on appelle le programme d'affiliation. L'entrepreneur va vous dire, écoutez, j'ai une force de production, j'ai une force de frappe. Pour être ultra visible, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre mon contenu, vous allez tout simplement le découper. Vous mettez les liens d'affiliation sur, on va dire, la bio de vos comptes TikTok ou Instagram. Et ensuite, en fonction des clients que vous nous ramenez, vous serez payé en fin de semaine. Voilà comment, instantanément, les personnes qui ont rejoint la formation de l'entrepreneur en question se mettent à faire la publicité pour l'entrepreneur en question et cet entrepreneur gagne de l'argent et son client, donc le membre de la formation, a gagné de l'argent de manière instantanée. Et pour plus tard, ce que je vous expliquais plutôt en vidéo sur les métriques, les patterns, les caractéristiques à étudier pour ensuite les utiliser dans ce qu'on appelle l'économie de domination, il y a une caractéristique que je viens de vous expliquer, c'est qu'il faut non seulement être le plus loin possible du client, faire en sorte qu'il y ait des gens dans votre écosystème qui vont faire le travail à votre place et faire en sorte que vos clients ramènent d'autres clients. On va voir ça plus tard. Mais c'est les caractéristiques à avoir dans une économie de domination, une économie militarisée. D'accord? Dans un business militarisé, vous êtes loin de la chaîne, les gens font travailler à votre place, vous avez le plus de leviers possible, mais en plus de ça, vos clients, vos membres, c'est-à-dire les membres de votre équipe vous ramènent des clients, ils font tout le travail, mais surtout, vous utilisez la force de production de vos membres d'équipe naturellement pour faire le travail, mais vous utilisez aussi la force de production de vos clients pour faire le travail de ramener d'autres clients. Ça, c'est la beauté de l'affiliation où la force de production est de zéro parce que les gens qui vous ont payé vont, en plus de cela, vous ramener des clients. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'esclavage, ce qui s'est passé avec l'Angleterre, la Hollande, la France, le Portugal, où on prenait la force de production des personnes, elle était à zéro, et cela nous permettait de nous enrichir pour ensuite, grâce à cette accumulation primitive du capital, développer un nouvel appareil de production dans notre écosystème, développer l'entreprise ou bien aller plus loin dans d'autres secteurs du business, de l'économie, ou bien tout simplement faire du management en étant le plus loin possible de la chaîne, mais ça, on le verra pour plus tard. Un autre unfair advantage, et ça, on va lire ce texte-là. Ça, c'est le cas que j'expliquais pour moi. Le photovoltaïque, il y a un unfair advantage. Concret, le photovoltaïque, un entrepreneur veut prendre une offre à étiquette à des personnes qui sont en photovoltaïque. L'entrepreneur comprend la dynamique d'avoir une offre irrésistible pour la vendre chère à des professionnels du photovoltaïque. Comprendre que la personne du photovoltaïque veut des clients qui sont prêts à avoir des installations rapidement. Comprendre que les personnes du photovoltaïque veulent que le processus de conversion se fasse rapidement. Le jeune entrepreneur constitue une équipe, développe son accompagnement, une équipe de setters et de closers. Il contacte toutes les personnes qui sont intéressées par une installation de panneaux photovoltaïques. Il se fait passer pour un professionnel du photovoltaïque pour installer
des panneaux photovoltaïques selon les aides de l'État. Il entretient une relation au travers de plusieurs appels et une communication non négligeable avec ces personnes-là, propriétaires de maisons. On continue. Les setters font le travail. Dès que la personne est suffisamment qualifiée, constitue une liste de propriétaires de maisons éventuellement intéressés. Il fait du marketing pour contacter les professionnels du photovoltaïque qui cherchent des solutions. Durant la phase de closing, il leur propose un échantillonnage de personnes, des propriétaires qui s'intéressent, intéressés par une installation de panneaux photovoltaïques. La vente entre le professionnel du photovoltaïque et le propriétaire se fait facilement. Boum, un nouveau client pour le jeune entrepreneur qui a développé son écosystème photovoltaïque. Boum, le professionnel du photovoltaïque a plus facilement des clients car l'entrepreneur a déjà fait le travail au préalable. Il s'est chargé directement de donner la liste d'entrepreneurs et de propriétaires de maisons intéressés aux professionnels du photovoltaïque. Le professionnel du photovoltaïque rembourse rapidement son accompagnement acheté. Donc ça, c'est moi, le cas, c'est ce que j'expliquais pour ce qui était de ma part. Monsieur Alex Hormozy, qui est un entrepreneur ultra connu, qui n'a pas besoin d'être présenté, a fait pareil avec son offre Jimmy Lounge. J'explique pour ce qu'a fait Hormozy. Hormozy, lui, il a étudié les croyances fondamentales de son marché. Alors, on va d'abord expliquer ce phénomène. On va expliquer ce phénomène maintenant parce qu'il faut que vous le compreniez. Je vais l'expliquer en début de vidéo. On va toujours parler d'économie, d'histoire, de spiritualité, d'astrologie, de cosmologie, d'hermétisme, des trucs comme ça, parce que ça nous permet de comprendre ensuite le business, parce que les lois de l'univers sont les mêmes partout. D'accord ? La science de l'ADN, des ribosomes, cytoplasme, noyau, c'est la même chose qu'on voit dans la création de contenu dans DaVinci Resolve. Entre l'espace colorimétrique, le gamma, le LUT, où on construit notre vidéo, c'est exactement la même manière que fonctionne la création lorsque nous avons la création d'organismes vivants sur Terre. C'est exactement la même chose. Les lois de l'univers sont pareilles partout. D'accord ? Alors, la gravité, vous prenez une pièce de monnaie, vous la tournez, elle respecte les courbes. Les courbes. Alors, on dit que la gravité, ce sont ces courbes qui font fléchir l'espace-temps. La pièce de monnaie va justement tourner en fonction de ces courbes qui reflètent ce qu'on appelle le phénomène de gravité, de la même manière que la Terre tourne selon justement cette gravité-là. Donc les lois, ce qui est en haut est exactement ce qui se passe en bas. Ça, c'est de l'hermétisme, mais ça va pas commencer avec les Grecs. Cela a été dit par les Égyptiens, par un dieu qu'on appelait un savant qui a été divinisé, qui s'appelle Thoth, Djerouti, qui l'avait déjà expliqué. Tout ce qui se passe en haut, bien, il se passe la même chose en bas. Tout ce qui se passe en bas passe la même chose en haut. Donc le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe dans notre vie, c'est de comprendre ce qui se passe dans le ciel, de comprendre ce qui se passe dans l'univers. Voilà pourquoi les anciennes civilisations, voilà pourquoi aussi dans l'espace scientifique, il y a une grande importance pour ce qui relève de la physique, des mathématiques, de la conscience, de ce qui se passe dans les cieux, solstice, équinoxe, le soleil, l'intrication quantique, qu'est-ce que le phénomène satellitaire, qu'est-ce que le phénomène d'orbite, la relation entre la Lune, le Soleil, l'univers, les trous blancs, tout ceci, parce que lorsque vous comprenez des lois, qu'est-ce que les leptons, les quarks, les bosons, ensuite pour donner qui sont des particules subatomiques, des hadrons qui vont ensuite donner des atomes comme protons, alors des protons, des neutrons, des électrons. Selon des pressions de conditions de température, vous avez ensuite la création de la matière. Lorsque la pression et la température diminuent, vous avez des nomenclatures carbonées qui s'accumulent, qui auraient été de l'énergie figée, c'est-à-dire des photons qui sont entrés dans une interaction nucléaire. Toutes ces conneries-là nous permettent ensuite, lorsqu'on est capable de faire une interprétation scientifique selon des méthodes épistémologiques, on peut ensuite se servir de notre compréhension de l'univers, du monde, du cosmos, de l'univers, pour ensuite transposer ces lois-là dans la nature et transposer ces lois-là dans notre quotidien. C'est pareil partout. C'est les lois de l'univers, une fois comprises, on peut les implémenter partout. C'est d'ailleurs même ce qu'est la science, c'est-à-dire comprendre ce qui est en haut pour l'utiliser à notre guise afin de mieux vivre sur Terre, selon ces lois de la nature qui sont les mêmes par rapport aux lois du cosmos, tout en étant respectueux de la nature, c'est-à-dire lui permettre ensuite de se régénérer. Bon, le message a été un peu détourné à cause de ce que je vous expliquais plus tôt en vidéo, lorsque je vous parlais des anciennes civilisations qui, avant, avaient une économie circulaire, auto-régénératrice, ou bien en tout cas régénératrice, pour ensuite
se faire piller par les nomades qui, eux, ont une économie productiviste, c'est-à-dire toujours produire, encore plus produire, ne pas laisser la nature se régénérer, reproduire jusqu'à épuiser la nature, épuiser un sous-sol pour ensuite aller ailleurs. Et en plus de cela, avoir certaines valeurs comme le pillage et l'appropriation, la violence et les razzias. Très bien. Donc à partir de là, il y a un phénomène que j'ai besoin que vous compreniez avant de vous parler de hormosie. Quand on dit tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Lorsque vous analysez l'économie de manière générale, très bien, lorsque vous analysez la rythmique du capitalisme, l'accumulation primitive du capital, vous allez vous rendre compte que, d'accord, ceux qui font le plus d'argent, je l'ai déjà expliqué, ces gens gagnent de l'argent sous la forme de rente. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les personnes qui se sont énormément enrichies, bizarrement, ces personnes ensuite vont vite s'empresser de faire le business de la banque, le business de la monnaie, le business directement des politiques, le business de l'énergie. Car ce sont ce qu'on appelle, on va dire, les secteurs fondamentaux d'une économie où, en fait, leur influence sur ces 4 points-là, la politique, l'économie, la monnaie et l'énergie, vont directement influencer tout le reste. Ce que je viens de vous expliquer, en fait, cela s'appelle le levier en économie. Le levier. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus simple. Vous prenez une personne qui veut acheter un sac. Très bien. Cette personne va acheter un sac. Elle va aller sur un site Shopify. Ou bien elle va acheter, on va dire, des sous-vêtements. Elle va aller sur le site de Skims, de Kim Kardashian. Naturellement, Kim Kardashian va commencer à gagner de l'argent parce que cette femme, on va dire Sarah, veut acheter des sous-vêtements sur le site de Kim Kardashian. Le truc ici dans cette économie, encore une fois, productiviste, linéaire, c'est qu'il n'y a pas que Kim Kardashian qui va gagner de l'argent. Il y a des personnes, bizarrement, qui vont gagner plus d'argent que Kim Kardashian, alors que la personne achète le sac, les sous-vêtements sur le site de Kim Kardashian. Parce qu'il y a toute une chaîne verticale où des personnes, en fait, sont au-dessus d'autres personnes et elles, par extension, vont gagner de l'argent sans fournir tout le travail qu'aura fourni Skims, Kim Kardashian, c'est-à-dire le marketing, la conception des produits, l'infrastructure pour distribuer les produits le plus rapidement possible et tout le marketing de personal branding de Kim Kardashian. Il y a des entreprises qui vont fournir moins d'efforts que Kim Kardashian et ses équipes, mais qui, bizarrement, vont gagner plus d'argent que Kim Kardashian. Ça s'appelle le levier. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, Sarah, qui achète des sous-vêtements chez Kim Kardashian, elle, comment est-ce qu'elle fait pour être visible vis-à-vis de Sarah? Elle utilise les réseaux sociaux, mais en plus de ça, elle a besoin d'une plateforme qui va héberger son site internet comme Shopify. Donc, naturellement, lorsque Kim gagne de l'argent, Shopify gagne de l'argent sans fournir le moindre effort. Et en plus de ça, en prenant des commissions. Or, il existe plusieurs Sarah. Donc, il existe plusieurs sites de Kim Kardashian. Donc, naturellement, Shopify a automatiquement plusieurs clients comme Skims et comme les personnes qui vont acheter sur Skims. Donc, ce qui veut dire que Shopify, naturellement, a plus de leviers que Skims en étant plus loin que Skims sur la chaîne de valeur ajoutée. C'est-à-dire que il y a la personne qui est ici qui achète un sac, là vous avez Kim et là vous avez Shopify. Shopify, bizarrement, est plus loin que la personne qui achète un sac, mais Shopify, elle, a plus de leviers pour gagner plus d'argent comparé à Skims. Shopify, elle, ensuite, a besoin de aussi de faire de la publicité pour se faire connaître par les gens qui veulent créer un site internet e-commerce. Donc, naturellement, Shopify va faire sa publicité sur les plateformes, les réseaux sociaux comme Facebook. Mais Skims, elle aussi, a besoin de Facebook pour faire de la publicité. Donc, Facebook est encore plus loin dans la chaîne de valeur ajoutée que Shopify. Parce que Facebook a automatiquement comme client Shopify, Skims, pour faire plus d'argent. Donc, Facebook fournit moins d'efforts naturellement que Shopify et Kardashian pour avoir des clients. Et que naturellement, en plus de cela, Facebook se sert de l'argent de Skims et de Shopify pour nourrir son algorithme. Donc, Facebook a plus de potentiel, intrinsèquement parlant, Facebook a plus de potentiel pour faire plus d'argent que Shopify et que Skims. Et en plus, je vous ai expliqué cela. Il y a des règles à comprendre en économie. Dans cette économie-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut trouver le moyen de faire en sorte que vos clients vous ramènent des clients tout seuls et que vos clients font le travail pour ensuite vous permettre d'optimiser votre écosystème, ce que fait Facebook. Facebook, lui, naturellement, Shopify et Skims gagnent de l'argent grâce à l'algorithme de Facebook. Donc, ces gens vont prendre littéralement leur argent, le mettre dans l'algorithme de Facebook,
vont permettre à l'algorithme de Facebook de développer de la data. Donc, l'algorithme, lui, naturellement, sans fournir le moindre effort, sans que Facebook ait à investir de l'argent, va naturellement travailler son algorithme pour faire plus d'argent, avoir un meilleur produit, un meilleur algorithme pour attirer des clients comme Skims et Shopify. Mais en plus de cela, Shopify et Skims, eux, par ce travail d'apporter, de faire la publicité, vont ramener de nouveaux clients à Shopify parce que naturellement, il y a plus de personnes qui vont venir sur les sites d'e-commerce, il y a plus de personnes qui vont prendre connaissance de Shopify, et naturellement, pour aussi par effet de bouche-oreille, il y a plus de personnes qui prennent connaissance de Facebook. Voilà comment Facebook, en fournissant moins de travail possible, a forcément plus de potentiel et fait plus de chiffre d'affaires que Shopify et que Skims. Et on peut continuer comme ça. Donc là, on reviendra tout à l'heure sur les lois, une bonne fois pour toutes, à retenir dans l'économie de domination que vous devez remettre en place dans votre business à étiquette pour faire beaucoup d'argent. Ensuite, Shopify, Facebook, lui, n'est pas le plus loin de la chaîne de valeur ajoutée. Parce que Facebook, lui, a besoin d'être présent sur un magasin en ligne, un store, dont App Store. On est d'accord? Donc, naturellement, Apple fournit encore moins d'efforts que Facebook, mais Apple fait plus d'argent que Facebook pour ce qui est de la chaîne de valeur ajoutée. Facebook, lui, facture Shopify et Skims. App Store facture Facebook. Lorsque Facebook gagne de l'argent, mais lorsque Facebook est sur la plateforme à l'année. Or, il y a bon nombre d'applications qui sont comme Facebook qui ont par extension des clients comme Shopify et Skims. Donc, naturellement, le App Store a encore plus de potentiel que Facebook, Skims et Shopify. Et donc, naturellement, le App Store gagne de l'argent lorsqu'une personne vient acheter un sac sur Skims. Et donc, le App Store en fournit encore moins d'efforts, fait plus d'argent, plus de potentiel que Facebook, Shopify et Skims. Donc, l'App Store a plus de potentiel intrinsèquement parlant. Voilà pourquoi Shopify, voilà pourquoi Facebook se plaint sans arrêt du App Store en parlant de monopole. Mais encore, le App Store, on parle encore plus loin. Pour avoir connaissance d'un App Store, il faut l'iPhone, il faut le hardware. Donc, naturellement, lorsque vous avez un iPhone, vous avez encore plus une capacité de levier. Parce que moi qui vends l'iPhone, j'ai potentiellement comme client tous ceux qui font les applications, tous ceux qui font des SaaS, les réseaux sociaux, tous les sites d'e-commerce, tous les sites qui font de la publicité, les consultants, les entrepreneurs, les youtubeurs. J'ai tous ces gens-là qui, naturellement, me ramener de l'argent parce qu'il y a une économie verticale productiviste où Facebook gagne de l'argent, Shopify gagne de l'argent, Skims gagne de l'argent, donc je gagne de l'argent avec le App Store, mes 40%, et je peux ensuite, moi aussi, gagner. Et je gagne aussi de l'argent parce que le App Store est sur le iPhone. Naturellement, Apple a plus de potentiel que Facebook, Shopify et que Skims. Et encore plus loin, dans la chaîne de valeur ajoutée, qui fournit Apple? Il faut bien les composants pour faire l'iPhone. Donc, naturellement, Samsung et Nvidia, tout ce qui relève des processeurs, des dalles pour les dalles d'écran, des composantes primaires pour constituer l'iPhone, ont encore plus de potentiel que Apple. Donc, ces compagnies chinoises qui sont capables de faire bon nombre de hardware à la chaîne. Quand je dis potentiel, cela ne veut pas dire qu'ils font plus de chiffre d'affaires. Mais cela veut dire en réalité que lorsque vous faites le rapport entre l'argent gagné et le travail fourni, ce rapport-là est toujours plus faible que le rapport de Apple, de Shopify, de Facebook ou de Skims. C'est-à-dire que si Kim Kardashian a dépensé 10 calories, alors quel est le rapport? C'est l'énergie fournie et l'argent gagné. Si Kim Kardashian, pour gagner 1 euro, doit dépenser 10 calories, Shopify, lui, pour 1 euro, doit peut-être en dépenser 9. Facebook doit peut-être dépenser 8 calories. Le App Store, 7 calories. L'iPhone, 6 calories. Et les compagnies chinoises, 5 calories. Ça ne veut pas forcément dire que les compagnies chinoises font plus d'argent que Apple, mais fournissent moins d'efforts pour avoir des clients comme Apple. Donc, naturellement, ensuite, qui fournit Apple? Vous avez des compagnies, des composants comme Samsung, mais ensuite, il y a des compagnies derrière Apple et Samsung qui fournissent davantage, comme Nvidia. Nvidia, aujourd'hui, c'est la compagnie qui a la plus grosse capitalisation boursière sur Internet. C'est une compagnie qui, elle, peut toucher tout le monde. Récemment, Nvidia a fait des contrats avec L'Oréal. Nvidia, naturellement, lorsqu'elle s'entend avec OpenAI, elle s'entend avec Facebook. Elle s'entend avec Apple parce que ces gens aussi s'entendent avec Nvidia. Donc, Nvidia, naturellement, a plus de potentiel, a plus de levier que toutes ces compagnies que je viens de vous citer parce que Nvidia a le potentiel, par son influence, de toucher Apple, Samsung, Sony, OpenAI, Skims, Shopify, parce que c'est un marché où les gens sont interdépendants. Exactement comme la crise des subprimes, où lorsqu'une banque tombe,
Lehman Brothers, tout le monde tombe. Nvidia, lui aussi, a besoin encore de composants plus bruts, comme les compagnies taïwanaises. Ces compagnies taïwanaises sont ensuite des industries. Donc, qui dit industrie? L'industrie est un marché économique dit lourd. Cela veut dire qu'il faut de gros investissements pour créer une industrie. Donc, il faut de l'énergie pas chère, il faut du cash. Donc, déjà de 1, l'industrie va être fournie par celui qui vend l'énergie, Total, Shell, Exxon, Aramco. Donc, naturellement, ces gens vont toucher, en fournissant le moindre effort, vont toucher Taïwan, Nvidia, Apple, Facebook, les compagnies chinoises, Shopify, parce que ces gens ont besoin d'électricité pour faire tourner leur data center, ont besoin d'électricité pour faire tourner leur clouding, ont besoin d'électricité pour construire le hardware, ils ont besoin d'énergie. Donc naturellement, Aramco, qui fait 25 milliards avec 25% de bénéfices, 25 milliards de bénéfices avec 25% de marge, a plus de potentiel que Apple. Ça ne veut pas dire qu'ils font plus d'argent, ils ont plus de potentiel. Mais pour construire ces industries lourdes, pour construire ces industries, pour générer cette énergie, il faut du cash, puisque c'est des industries très lourdes. D'ailleurs, vous avez la banque. C'est la banque qui donne du cash pour ces industries pour ensuite construire toute l'industrie. Donc, naturellement, JP Morgan a encore plus de leviers que Apple, Aramco, les compagnies pétrolières, l'énergie, Shopify, OpenAI. C'est comme ça que vous avez des compagnies bancaires qui, en réalité, elles, dépensent 2 calories pour faire 1 euro. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils font plus d'argent, mais ils fournissent le moindre d'efforts. Donc, ils sont le plus loin possible de la chaîne de valeur. Après, ils ont le pouvoir pour générer les politiques. Mais ensuite, derrière ces banques, vous avez celle qui crée la monnaie, la banque centrale, qui, elle, tourne avec la politique pour faire des choses dont elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de racheter la dette des banques, donc elle va créer une entreprise privée qui, elle, va racheter la dette des banques. Et ensuite, il faut se poser la question de savoir qui contrôle ces gens. Donc, c'est comme ça que, naturellement, il y a des patterns que vous devez reconnaître dans l'économie et que vous devez rédupliquer dans votre business. Donc, je répète, 1, la force de production de 0. Comme je l'ai expliqué avec l'affiliation, les gens doivent faire le travail à votre place. C'est comme ça que l'Angleterre s'est enrichie. C'est comme ça que la France s'est enrichie. La Hollande s'est enrichie lorsqu'ils ont pratiqué l'esclavage. Ça n'a pas commencé avec eux. C'est comme ça que les Grecs en Bulgarie, à Thrace, faisaient de l'argent. Les Romains faisaient de l'argent. Les Assyriens, les Babyloniens faisaient de l'argent. Je vous ai expliqué philosophiquement parlant, ça a été dit par les Égyptiens, Hippou-Our, 4e dynastie égyptienne. Ça a été écrit dans les textes des pyramides, Saqqara. Ça a été écrit dans les chroniques de guerre égyptiennes face à tous les envahisseurs sémites. Ça a été ensuite écrit dans les universités africaines, Gao, Tombouctou, Djenné, Sankouré. Ça a ensuite été écrit. Bon, ça a été ensuite été traduit. Et puis, le savoir a été du coup été connu par les Arabes, les Ottomans et les Perses. Vous avez ensuite eu des savants comme Ibn Khaldoun au XIVe siècle, et ensuite plus tard, vous avez ensuite Marx, Durkheim, Comte, Montesquieu, Voltaire, Hegel, Kant, Adam Smith, Hayek, Schumpeter, Ricardo, qui vont tous écrire la même chose, alors qu'ils n'ont rien inventé. Hein. C'était des choses qui étaient déjà écrites il y a 5000 ans, qui vous disent tous la même chose. Il y a une dialectique entre le nomade et le sédentaire, celui qui travaille et celui qui pille le travail de celui qui travaille. C'est peut-être compliqué comme ça, mais sachez que nous, en dropshipping, on avait ce cas-là. Il y a des jeunes Français qui travaillaient dur, comme moi, en dropshipping, qui faisaient de l'argent, et il y avait des vampires qui étaient à Dubaï, qui attendaient comme ça, et qui avaient réussi à faire du capital en volant le marché français, en volant les petits Français. Avec ce capital, ils étaient là comme ça, ils se la coulaient douce, et en étant en train de se la couler douce, ils attendaient qu'un mec dans sa chambre, qui a suffisamment travaillé, trouve un produit gagnant. Ils sont là comme ça avec leur radar en train d'attendre que ce produit gagnant se manifeste au travers de la publicité, donc l'argent qui est dépensé par la personne qui a durement travaillé. Dès qu'ils détectent le produit, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toute leur force de production, ils pillent le marché, ils capturent toutes les forces de production. Dans notre jargon à nous, c'est le marketing. Tu n'as pas besoin de payer cher, donc c'est-à-dire les influenceurs. Ils s'accaparent toutes les forces de production des influenceurs. Ils tuent le marché
il tue le produit gagnant de la personne qui a travaillé dur pour faire son business, il tue le marché, il s'accapare tous les influenceurs, ils prennent le même produit que le mec qui a travaillé dur pour trouver ce produit gagnant, et ils s'engraissent, ils font de l'argent, alors qu'ils n'ont fourni aucun effort, ils ont juste eu le capital. Ça, je répète, c'est la dialectique fondamentale entre celui qui pille et celui qui travaille. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que ces gens gîtent dans ce qu'on appelle le patriarcat. Le patriarcat est déterminé par ce qu'on appelle la militarisation de l'économie, et l'économie est verticale. Dans cette verticalité, vous devez être le plus loin possible de la chaîne. D'accord ? Vous devez chercher le maximum de leviers. Vous ne devez pas être le plus proche du client final. C'est-à-dire que lorsqu'une personne veut vendre des matelas, vous ne devez pas être celui qui fournit les matelas, vous devez être celui qui va montrer à celui qui fournit les matelas comment vendre à celui qui va vendre les matelas. Vous devez être le plus loin possible de la chaîne, comme JP Morgan est le plus loin possible de la chaîne à partir du moment où une personne achète un sac. Donc ça, c'est une économie verticale, militarisée. C'est à l'image de la manière de penser de tous ceux qui pillent les autres pour faire de l'argent. Vertical, vous êtes le plus loin possible, vous avez le plus de leverage. Ensuite, dans cet écosystème où vous êtes le plus loin possible, les gens doivent faire le travail à votre place. Je dépense mon argent pour que Facebook développe son algorithme et à partir de là, Facebook a un meilleur algorithme pour ensuite mieux vendre son algorithme à d'autres personnes. Moi, quand je dépense de l'argent sur Facebook, des gens me contactent. Je vois un plus 44 de Londres qui me contacte pour me poser des questions sur ma compréhension de l'algorithme. Parce que Facebook, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il pratique exactement ce que pratique la nature avec l'ADN pour ensuite concevoir une personne. Facebook, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un tas de règles à l'algorithme et en fonction de ces règles, l'algorithme s'adapte pour penser la chose. C'est exactement comme ça que ces gens-là, ils nous contactent, ils nous demandent qu'est-ce que vous avez compris de l'algorithme. Ensuite, ils vont faire la modification de leur algorithme. Facebook, en dépensant le moins d'argent possible, a la possibilité d'optimiser son produit parce qu'il se sert de notre travail, de notre temps, de notre énergie pour eux optimiser leurs produits. Et dans la chaîne que je vous expliquais tout à l'heure, c'est toujours comme ça. Donc, vous êtes le plus loin possible de la chaîne de valeur dans votre écosystème que vous construisez avec vos produits high ticket. Les gens font le travail à votre place. Comme Facebook a cette opportunité-là, dans notre écosystème à nous, on peut parler par exemple de l'affiliation pour ce qui est du business en ligne. Il faut que vos clients vous apportent des clients. Il faut que vos clients fassent le travail à votre place. Il faut que vous utilisez la force de production des autres pour gagner le plus d'argent. Moi, en e-commerce, par exemple, lorsque j'avais un produit qui fonctionnait, qu'est-ce qui se passait derrière ? Il se passait que mon produit était tellement bon, les gens étaient satisfaits de mon produit, que derrière, mes clients me contactaient pour me dire « Thierry, on est très content du produit que vous nous avez vendu. On aimerait faire la promotion de votre produit. » Qu'est-ce qui se passait ensuite ? Eh bien, naturellement, je vais leur dire « Écoutez, moi, force de production de zéro. » Et ils vont faire le travail à ma place. Je n'ai même pas besoin de les payer. Qu'est-ce que je leur dis ? Pour les motiver, je vous donne un produit gratuit, faites-moi 10 vidéos. Et c'est comme ça que je me retrouvais en e-commerce avec des tonnes de vidéos authentiques. Et ça, c'était parfait parce qu'en e-commerce, il faut des vidéos authentiques de personnes qui ont vraiment acheté le produit. Elles vendaient même mieux le produit que moi-même parce qu'en plus de cela, mes clientes avaient différemment, c'est-à-dire différemment, l'une d'entre elles avait des raisons, du coup, différentes, je me répète, pour qui ont justifié l'achat de ce produit. Donc moi, j'ai fait 1 milliard d'axes marketing pour faire la promotion de mon produit. Et je n'ai fourni aucune force de production de ma part. Je me suis servi de la force de production de mes clients pour ensuite multiplier mes ventes, tout simplement me servant des vidéos qu'ont fait ces personnes. Je n'ai rien fait de plus. Je n'ai pas dépensé 1 euro et des personnes ont fait la promotion de mon produit. Donc, les questions fondamentales que vous devez poser, c'est comment est-ce que je fais en sorte que les gens font le travail à ma place ? Comment est-ce que je fais cela ? Et en plus de cela, il faut que vos clients vous ramènent d'autres clients. Je ramène des clients à Facebook, davantage des clients à Facebook. Mes clientes me ramènent d'autres clients en e-commerce. Voilà. Et ça, quand je vous dis tout à l'heure que ce qui est en haut est en bas, que ce soit macroscopiquement parlant, microscopiquement parlant, c'est les mêmes règles. L'Empire britannique a utilisé les mêmes règles. Les Romains ont utilisé les mêmes règles. Comme les GAFAM utilisent les mêmes règles, et comme nous devons utiliser les mêmes règles, car nous gîtons dans une économie de domination, je vous le répète, une économie verticale. Donc la phrase où on dit aux gens « il faut aider les gens », c'est un mensonge. D'accord ? Durant l'Empire britannique, il y a eu des spécialistes comme John Taylor en 1814, ou bien Herman Marival en 1814-1813, qui l'expliquaient.
Il est bien mieux d'avoir des clients éternels, qui reviennent vous voir tous les jours consommer vos produits, que d'avoir des esclaves. Parce que oui, l'esclave, c'est une force de production de zéro, mais un jour, ça va capoter. Alors que si vous avez un client éternel, vous trouvez le moyen de vous trouvez le moyen, en fait, de faire en sorte d'avoir une économie de rente. Les gens viendront tous les jours consommer vos produits. Et en plus de cela, étant donné que le produit est tellement jeté, ils vous apporteront d'autres clients. Donc ça, c'est une autre loi que vous devez ajouter dans votre compréhension lorsque vous construisez votre business. Vous n'êtes pas là pour aider les gens parce que nous sommes dans une économie où on profite de l'autre, où on est dans la domination, où on est dans dans l'extraction de la force de production, l'extraction de la nature. On est dans une économie d'accumulation primitive de la richesse. D'accord? On appelle ça l'économie prédatrice. D'accord? Si vous n'êtes pas content avec cela, eh bien, il faut recréer l'Égypte ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas le choix. D'accord? Et c'est le seul moyen de s'enrichir. Car je vous l'ai expliqué, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire de l'argent dans un écosystème, dans un monopole, pour ensuite faire la révolution comme l'ont fait les Anglais. D'accord? Donc, à partir de cette règle que je viens de vous expliquer, vous devez donner l'impression d'aider les gens. Et de toute façon, puisque tout ceci représente un grand système, les gens ne veulent pas. Les gens vous disent qu'ils aimeraient, par exemple, avoir plus de privacy, qu'ils aimeraient que l'économie soit un peu plus, comment dire ça, éthique, que les gens soient plus dans la morale, mais leurs actions vous montrent l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez Apple a refusé d'utiliser, de pomper la data de ses clients comme le fait OpenAI actuellement, comme le fait Facebook, comme le fait Amazon. Et ensuite, bizarrement, vous avez tout le monde qui vous dit qu'Apple n'innove plus. Apple est à la ramasse vis-à-vis d'IA. Alors qu'Apple aurait pu utiliser la data de ses clients, mais ne l'a pas fait autant. Ils l'ont fait, bien évidemment, mais pas autant qu'OpenAI, les réseaux sociaux, les GAFAM et Amazon. Ce qui fait que Apple, naturellement, est en retard. Parce qu'il faut accumuler la data constamment pour nourrir les algorithmes. Mais les gens, c'est bizarre, parce qu'ils vous disent on veut plus de privacy. Or, c'est ce que Apple a fait. Mais dû à cela, Apple est en retard et les gens se plaignent en disant qu'Apple, ils sont à la ramasse. Donc en réalité, les gens, il faut regarder ce qu'ils disent, regarder leurs actions et ne pas écouter ce qu'ils font. Parce que bizarrement, Facebook, ils s'en plaignent tous les jours que Facebook, c'est les traîtres qui communiquent avec l'AIPAC et le gouvernement américain et la CIA. Ils se plaignent que OpenAI est en train de devenir la même chose. Ils se plaignent que Jeff Bezos c'est quand même bizarre, mais ils ne se gênent pas tous les jours d'utiliser les produits de ces gens et d'être contents d'utiliser les produits de ces gens et ne peuvent pas se passer des produits de ces gens. Donc tout ceci est un écosystème où même le client montre en réalité au travers de ses actions qu'il veut se faire exploiter. Donc à partir de là, vous retenez une bonne fois pour toutes ces règles que vous devez mettre dans votre business. Vous devez être le plus loin possible de la chaîne de valeur. Vous ne devez pas être celui qui va faire le travail à la place des gens. Vous devez être celui qui enseigne à celui qui va montrer, comment faire le travail à la personne qui est le client final de la chaîne de valeur ajoutée. Première chose, vous devez être le plus loin possible dans la chaîne de valeur. Vous devez être celui qui a le plus de leviers. C'est très simple dans notre écosystème, par exemple, vous avez le do-it-yourself, le done with you et le done for you. Le do-it-yourself, c'est vendre une formation, tout le monde achète, c'est le one to million. Le done with you, vous faites de la étiquette, mais vous êtes un présent. Le done for you, vous faites le travail à la place de la personne. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devez être dans le do-it-yourself. Vous faites une vidéo, ça touche des millions de personnes. Un webinaire, ça touche des millions de personnes. Une conférence, ça touche des millions de personnes. Vous ne devez pas faire le travail à la place de la personne. Vous ne vous enrichirez jamais comme ça, d'accord? L'Empire britannique ne s'est pas enrichi de la sorte. Donc, première chose, être le plus loin possible de la chaîne de valeur. Vous devez être le plus loin possible. Avoir le plus de leviers possible. Les gens doivent faire le travail à votre place. Le levier, c'est l'humain. Force de production de zéro. Comment est-ce que vous trouvez les humains qui vont faire votre travail à votre place? L'argent, le code, l'IA, la vidéo, ce sont des leviers. Comment est-ce que vous utilisez ces leviers dans votre écosystème? Vous devez vous concentrer sur la force de production de zéro. L'humain dans l'esclavage, c'est une force de production de zéro. Quand vous déstabilisez des pays et puis que vous avez accès à leur pétrole pas cher, aux minéraux pas chers, c'est une force de production de zéro. Ça vous permet de faire le maximum de marge lorsque vous allez transformer le produit brut en produit final. Très bien. Donc, vous utilisez la force de production des autres. Les autres doivent faire le travail à votre place, que ce soit vos membres d'équipe ou bien vos clients. Ils doivent faire le travail à votre place. Vous donnez l'impression à ces personnes que vous allez les aider, alors qu'en réalité, vous créez une dépendance chez ces personnes. On répète ce qu'a dit Herman Merrival, John Taylor.
ou bien ce que fait Apple. Tout le monde est content d'Apple, tout le monde aime Apple. Mais bizarrement, tous les 3 ans, le MacBook fonctionne de moins en moins bien. Bizarrement, tous les 3 ans, le iPhone fonctionne de moins en moins bien. Et vous revenez acheter ensuite chez Apple parce que vous êtes un membre de la communauté Apple. Apple vous donne l'illusion qu'ils vous font des produits exceptionnels, mais bizarrement, ces produits, tous les 3 ans, c'est de la merde. Comment vous allez faire en sorte, vous, dans votre écosystème, de faire en sorte que les gens reviennent, continuer d'acheter? Comment vous développez la LTV de votre produit? Donc, vous êtes dans une économie linéaire, vous êtes le plus loin possible de la chaîne de valeur, d'accord? Vous n'êtes pas celui qui fait le travail à la place de votre client, vous êtes celui qui va montrer à eux comment faire le travail, vous avez le plus de levier, les gens font le travail à votre place, très bien, et vous utilisez vos clients pour eux vous ramener d'autres clients, et vous devez faire en sorte que ces clients eux continuent d'acheter votre produit dans votre écosystème. Vous faites cela dans l'économie de l'extraction de l'accumulation primitive de capital, l'économie prédatrice, l'économie où on se sert des autres, vous êtes riche. C'est comme ça que fonctionne actuellement l'économie en Occident. C'est l'histoire de l'Occident, exploiter les autres. Donc il faut respecter ces règles. Et donc là, je vous expliquais ça, c'est ce qu'a fait Hormozy. Hormozy, lui, il a eu du mal avec sa salle de sport. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était trop proche du client final dans la chaîne de valeur ajoutée. Il crée sa salle de sport une fois, 2 fois, pour ensuite vendre des abonnements. Il fait faillite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il crée 6 salles de sport, il refait faillite. Dépression. Jusqu'à ce qu'un mec lui explique, je pense que c'est le roi des webinaires de ClickFunnels, qui lui explique, Russell Brunson, qui lui explique, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es trop proche du client final. Toi, tu dois montrer au propriétaire de salle de sport comment faire une salle de sport. Tu dois être loin du client final. T'es trop proche, là. Donc, t'as pas de levier. Le mec qui crée Gym Lounge, où il montre justement aux propriétaires de salles de sport comment faire, comment développer des salles de sport. Et en plus, en le faisant, il avait un unfair advantage. C'est-à-dire que le mec avait parfaitement identifié que les gens qui viennent dans les salles de sport, ces personnes veulent, on a dit, on répète, je veux quelque chose maintenant, je veux que ce soit facile, je veux que le bénéfice soit très significatif, que ce soit facilement compréhensible, facilement implémentable et que cela me soit donné par la personne qui me comprend le mieux. Donc ces personnes voulaient perdre du poids sans fournir aucun effort et que ce soit un coach de sport qui a un beau corps qui leur explique comment le faire. Qu'est-ce qu'a fait Hormozy? Hormozy, il a créé un pack à étiquette où il y avait tout ce qui relève de compléments alimentaires pour donner l'impression, pour expliquer ensuite aux propriétaires de salles de sport qu'il faut donner l'impression aux clients qui vont s'abonner aux salles de sport, qui vont perdre du poids instantanément grâce à ce pack de produits alimentaires et vous faites un pas pour gonfler vos produits de telle sorte que ce soit un produit high ticket. Très bien. Qu'est-ce que Hormozy fait ensuite? Si vous retenez ce que je vous expliquais par rapport à l'Intermetage, il construit cette offre à étiquette. Il fait ensuite le relationnel entre celui chez qui se fournit pour avoir les compléments alimentaires et celui qui a l'offre de salle de sport. Hormozy crée son offre à étiquette, il explique aux gens ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il dit je vais t'apporter des clients de manière instantanée. Hormozy permettait à ces gens de générer 21 000 € la première semaine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on va pas aller plus loin. Tu reprends toute la liste des personnes qui sont déjà abonnées dans ta salle de sport. Tu leur proposes cette offre à ticket, c'est-à-dire un pack de produits où on leur donne l'impression que c'est grâce à ça qu'ils vont perdre du poids sous forme de challenge de 30 jours. À cela, tu vas leur donner un programme alimentaire en disant que tiens, mange, c'est stylé, tu peux manger correctement sans pour longtemps te priver. Et en plus de ça, tu as un coach sportif. Les gens qui étaient là, qui venaient s'abonner, qui venaient souscrire à des programmes à des abonnements mensuels dans la salle de sport, d'un coup se mettent à acheter des packs à 1 500 €, 2 000 €, d'un coup. Le propriétaire de salle de sport est content parce que instantanément, il se fait 21 000 €. Hormozy, lui, il a signé une offre à étiquette et lui aussi se fait de l'argent de manière instantanée. Donc, il a eu son unfair advantage où il était capable d'apporter de l'argent instantanément au propriétaire de maison et il a respecté les règles primitives, les règles primordiales du modèle économique de l'Occident. Être le plus loin possible de la chaîne de valeur, la force de production, on utilise la force de production des autres gratuitement. Cette force de production des autres nous permet aussi, ils nous ramènent d'autres clients. En plus, eux, ils restent avec nous, continuer de consommer nos produits. On est le plus loin possible du client final dans la chaîne de valeur et on a le maximum de levier. Et en plus de cela, parce que les économies occidentales sont des économies qui ont connu l'industrie, ce sont des économies où il faut vendre cher. Donc, on parle de high ticket parce que ces économies ont connu l'industrie. Et l'industrie, je vous ai déjà expliqué que par bon nombre de raisons, le fait de transformer un produit brut en valeur ajoutée, cela nous permet de vendre cher. L'industrie, à cause de son coût de maintenance, fait gonfler les prix.
Faire gonfler les prix, faire gonfler les prix veut dire qu'il faut faire gonfler le prix de la monnaie. Lorsqu'une monnaie est trop forte, cela nous permet d'être moins compétitif à l'extérieur. Lorsqu'on est moins compétitif à l'extérieur, souvent, il faut compenser en augmentant les produits à l'intérieur du pays. Parce que l'industrie nous permet de développer le pays, il y a des mini-économies qui se développent tout autour. Lorsqu'une mini-économie se développe, automatiquement, les gens se mettent à acheter de l'immobilier. Lorsque les gens se mettent à acheter de l'immobilier, ils veulent protéger leur argent. Donc, ils commencent à diversifier leur argent. Pour diversifier leur argent, ils se mettent à investir dans les actions, dans les obligations, et lorsque tout va mal, ils mettent leur argent dans l'or. Et le problème aussi, c'est que lorsque vous enrichissez, une classe politique se met à naître qui, elle, veut continuer de vivre au-dessus, au travers de l'argent gagné par ces entreprises. Donc, qu'est-ce que va faire ces classes politiques? Elle va se mettre à détruire la monnaie pour être réélue constamment. Ce qui va encore détruire la monnaie, donc ce qui va faire qu'il y a une inflation. Donc, tous les prix augmentent. Donc, à partir de là, il faut toujours vendre plus cher en Occident et ne jamais vendre moins cher. Hormozy a respecté toutes les règles. Il a compris les principes économiques du modèle économique occidental, être le plus lent possible de la chaîne de valeur par rapport au client final, utiliser la force de production des autres, avoir le plus de levier en étant le plus lent possible de la chaîne de valeur, avoir un unfair advantage et vendre des offres à étiquette. Je pense que je vous ai parfaitement expliqué l'unfair advantage, même si cela était long. On peut passer à la niche. Maintenant que vous savez ce qu'est un unfair advantage, attaquons la niche, puis nous reviendrons sur ce dernier quand nous attaquerons l'offre. Il faut savoir une chose, tout ce que je vous ai expliqué sur l'unfair advantage, dans mes programmes d'accompagnement, j'ai carrément fait des templates ultra automatisés avec analyse socratique pour savoir si votre offre a un système d'unfair advantage. Si ce n'est pas le cas, j'ai le template qui vous aide à les construire. D'accord, ça je l'ai dans mes programmes d'accompagnement. Mais comment vous construisez un unfair advantage? Exactement comme je vous l'ai dit. Vous travaillez avec l'IA, avec Claude, avec ChatGPT pour établir les croyances fondamentales de votre marché. Il faut d'abord bien cibler au niveau de la niche avant de construire l'offre. Et à partir de là, vous voyez exactement ce que vous pouvez transformer en unfair advantage. Mais comme je l'ai écrit là, on va revenir dessus un peu plus tard, où on va regarder plus en profondeur la construction d'une offre. Mais déjà, parlons de la niche. Donc pour la niche, j'ai un petit schéma. Je vais vous montrer justement, quand je parlais depuis tout à l'heure d'analyse socratique, je vais vous montrer justement ce dont je parle lorsque je dis analyse socratique avec le système de choix de niche. Ce Google Doc est assez automatisé. Il est ici. Et vraiment, il y a plein de réponses ici. Et c'est avec ce document-là que j'ai analysé à peu près 835 niches. Ici, il n'y en a que 2. Voilà. Parce que c'est une esquisse pour cette vidéo, mais dans mon programme, j'en ai 835. Je vais vous montrer comment moi je fais. Il est important de choisir une niche. Vous allez ensuite construire une offre IA. Ne faites pas, s'il vous plaît, des business où vous commencez à construire une offre basée sur N8N et MEC, et ensuite lancer une chaîne YouTube pour avoir le mec qui est dans l'e-commerce vous contacter, le mec qui est sur LinkedIn vous contacter, l'avocat vous contacter, le comptable vous contacter, le créateur de contenu vous contacter. Tous ont un business différent, tous n'ont pas la même compréhension de l'IA, tous ne sont pas à la même étape pour ce qui est de leur business. D'autres commencent, d'autres découvrent l'IA, d'autres découvrent la création de contenu, d'autres ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur business parce qu'ils n'ont même pas suffisamment épuré leur système. Et vous allez comme ça, chaque fois prendre un client, prendre 2 semaines sur commencer à travailler le client. C'est-à-dire chaque 2 semaines, vous allez commencer. Alors, durant 2 semaines et chaque 2 semaines, vous allez commencer à réfléchir, ok, bon voilà son business, donc qu'est-ce que je peux lui construire comme set d'automatisation, ok, donc à ce niveau-là, je peux te vendre ça pour être SAV. Vous allez faire des burn-out en 17 secondes 39 centièmes, je sais pas comment on dit, vous allez faire des burn-out. Déjà que dans l'e-commerce, moi j'en ai fait 5. Dans le photovoltaïque, j'ai failli faire un autre burn-out parce que c'était difficile de faire du done for you. Mais alors là, c'est encore pire parce que dans le photovoltaïque, au moins, je connaissais mon avatar. Donc, c'était un travail répétitif. E-commerce, c'était répétitif. Photovoltaïque, c'était répétitif. Je savais exactement quoi faire. Là, avec ce type de business où vous vous empressez à lancer des automatisations, des sets d'automatisation, il faut sans arrêt comprendre le business de la personne, voir ce que vous pouvez automatiser. Bon nombre de personnes ne savent même pas ce qu'elles veulent automatiser ou ce qu'elles veulent implémenter comme IA dans leur business. Vous allez comme ça. Le temps, tout le temps. Alors, au niveau du temps, 0. Au niveau de l'expansia,
Au niveau de l'expansibilité de votre offre, 0. Au niveau du levier, 0. Et vous ne respectez en aucun cas les règles que je vous ai énoncées tout à l'heure, les règles à retenir lorsque vous construisez votre business, votre écosystème, votre offre high ticket. D'accord? Faites plutôt ça. Choisissez bien la niche. Dans la niche, vous identifiez exactement des personnes, voire même vous vous sous-nichez. Et à ce niveau-là, ensuite, vous construisez votre offre en fonction des croyances fondamentales d'une personne. Et on va voir tout à l'heure dans l'offre à étiquette, c'est soit vous avez vraiment un avantage IA, et puis toute votre offre à étiquette va être autour de cet avantage IA, soit moi, ce que j'appelle, soit vous faites ce que j'appelle une offre systémique, c'est-à-dire il y a plusieurs avantages que vous allez délivrer à une personne, et l'IA va être le point de relais pour rendre votre offre plus fluide, pour délivrer votre offre bien plus rapidement. Un des deux, mais on va voir ça plus tard. Il faut d'abord choisir sa niche, le faire professionnellement parlant, professionnellement, correctement, ne pas aller à l'aveuglette parce que vous avez entendu dans une vidéo qu'à ce niveau-là, ça allait marcher, ou bien entendre le patron de Nvidia dire que les électriciens et les plombiers vont faire de l'argent et donc se ruer chez les plombiers, les électriciens, pour s'empresser de leur vendre une offre IA. Ça ne fonctionne pas comme ça dépend de vos compétences, ça dépend de leurs compétences, ça dépend de l'harmonie entre vous deux pour ce qui est de la compréhension du business actuellement, pour ce qui est de l'importance de l'IA, ça dépend de chacun. Attention. Donc, le choix de la niche, je vais d'abord lire ces textes avant qu'on attaque notre analyse socratique. Choisir sa niche et construire l'offre IA. Comme on l'a dit, choisir une niche, c'est d'abord identifier des personnes intéressantes et leur proposer une offre liée à l'IA. C'est clair, on ne vend pas de l'IA en général, on conçoit une offre IA pour une niche précise. La niche peut être très variée, communauté de passionnés, cartes Pokémon, collectionneurs, etc., boomers ou dirigeants ayant fait de l'argent pendant les 30 Glorieuses et qui se préparent à partir à la retraite, héritiers qui ne savent pas quoi faire de l'entreprise familiale, peu importe le profil. N'allez jamais au feeling. Vous devez analyser la niche de façon très méthodique. Dans mon accompagnement, on passe au crible plus de 850 niches. Ici, je te donne la méthode pour analyser correctement un marché pour ensuite choisir une niche. Dans le template que je fournis avec cette masterclass, j'ai mis 2 niches d'exemple pour te montrer le principe à reproduire chez toi afin de sécuriser ton choix. Concrètement, commence par élargir le champ. Liste un maximum de niches dans lesquelles tu penses pouvoir aider des personnes. Utilise l'IA, ChatGPT Claude pour brainstormer, en expliquant bien que tu veux vendre des offres high ticket et que ton objectif à terme est de sortir du 100% done for you pour évoluer vers du done with you, c'est indispensable pour scaler. Ensuite, adopte une approche socratique. Questionne, contredit, vérifie. Utilise une intelligence analytique pour valider que la niche sélectionnée est cohérente avec 1. Ta capacité IA actuelle, on va dire tes compétences IA que tu es prête à acquérir très vite, te former, la solvabilité du marché visé, l'urgence et l'intensité du besoin, la facilité d'accès aux décideurs et au budget. Dernier point, avec l'IA, tu n'es pas obligé de te limiter à une seule niche. Construis un pack de niches, une offre IA avec un socle commun, process, asset, automatisation, promesses, preuves, puis des modules spécifiques par niche. Lexique, cas d'usage, contenu, workflow, KPI adapté. C'est ainsi que tu restes focus tout en multipliant les vecteurs de croissance. Au dernier texte, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément, par exemple, des personnes qui sont dans 2 niches différentes, mais ton offre, sans que tu n'aies à changer quoi que ce soit, sans que tu n'aies fondamentalement à changer un bon nombre de choses, tu peux directement leur vendre tes services alors que ces personnes sont dans 2 niches différentes. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un client qui m'a beaucoup aidé pour faire des offres, pour manipuler l'intelligence artificielle et rendre bien meilleure son offre. Il m'a montré comment utiliser Cursor avec Claude. Et du coup, cette personne est extrêmement compétente pour construire des offres IA. Et à partir de là, il peut te faire beaucoup de choses. Il peut utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle Sésame.com, Sésame, Maya, c'est-à-dire qui a une voix humaine, parle vraiment avec émotion. Il est capable de faire bon nombre de choses, de mettre ce petit pop-up en bas à droite d'un site internet avec la voix de l'entrepreneur. Il fait beaucoup de choses. Moi, je lui ai dit, ton offre, clairement, tes compétences en IA, tu peux tout simplement, un exemple stupide, vu que tu as une capacité à utiliser Eleven Labs et de coder ça pour que ça apparaisse dans un site internet, cette capacité-là,
à utiliser la voix d'une personne ou bien à construire une IA à partir du savoir de l'entrepreneur à qui tu vas vendre cette IA qui aura la voix de la personne et que tu vas coller dans le site internet de cette personne, ce savoir-là, tu peux carrément le rédupliquer selon les niches. Tu peux utiliser cela pour vendre dans les niches des thérapeutes, les niches des coachs en problème de parentalité vis-à-vis du comportement de l'enfant. Parce que c'est un client que j'ai qui, lui, travaille avec des coachs. Tu peux prendre cela et le revendre à des personnes qui sont en parallèle de la niche, comme par exemple les coachs sportifs, parce qu'en fait, c'est des niches différentes, mais ils ont pour point en commun le coaching, donc ils ont pour point en commun une personal brand, ou bien une expertise dont leurs clients ont parfaitement conscience, et qu'à partir de là, tu peux leur vendre en commun cette offre IA. Donc c'est ce que je voulais expliquer à ce niveau-là pour, lorsque je dis dernier point avec l'IA, tu n'es pas obligé de te limiter à une seule niche. Voilà, donc on revient sur le schéma en question et je vous montre. Il y a des questions socratiques ici. Démographie exploitable de cette sous-niche, potentiel de chiffre d'affaires. Est-ce que cette sous-niche est trendy? Saturation de la sous-niche, estimation annuelle du taux de croissance, durabilité de la sous-niche, coût initial pour pénétrer cette niche, accessibilité de l'audience dans la sous-niche, activité de l'audience de cette sous-niche sur les réseaux sociaux, type d'audience majoritaire, budget moyen prêt à être investi vis-à-vis de l'audience, c'est-à-dire l'audience qui est prête à mettre des sous dans cette niche pour une offre à étiquette. Humeur générale et attitude de l'audience qu'on va cibler, scalabilité potentielle, risque financier en se lançant dans cette niche. Tout ça, c'est des questions socratiques qu'il faut se poser lorsqu'on a choisi cette niche. On va choisir une niche et ensuite, on va répondre à toutes ces questions pour voir au final si c'est quelque chose de pas mal. Ensuite, il y a d'autres questions socratiques en fonction de nos compétences en entrepreneur. Et à la fin, on a une réponse pour savoir si la niche est bonne. C'est ce que moi j'explique dans mon accompagnement. Par exemple, vous prenez, là on a deux niches. Coaching en investissement locatif saisonnier. Vous devez d'abord savoir si cette niche est suffisamment intéressante pour se concentrer sur plusieurs années. Par exemple, coaching en investissement locatif saisonnier, on estime environ 3 millions de propriétaires en francophonie désireux de générer des revenus passifs grâce à la location saisonnière. De toute façon, l'immobilier en France, je pense que c'est le plus gros marché en France et pour ce qui est du business, ça intéresse tout le monde. Les Français ont cette profonde croyance fondamentale que on ne peut s'enrichir qu'au travers de l'immobilier. Ces personnes, dès qu'elles s'enrichissent, elles courent pour acheter de l'immobilier. Elles ne pensent pas à acheter des actions dans des pays qui, eux, développent un appareil de production, c'est-à-dire une entreprise, une industrie, ou bien, selon le secteur primaire, tertiaire ou secondaire, un appareil productif où on peut mettre de l'argent et voir cet argent travailler à notre place pour nous enrichir. Ces gens ne pensent pas comme ça. Eux, dès qu'ils font de l'argent, ils achètent directement de l'immobilier. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, aller en Chine, investir son argent dans l'appareil de production chinois, peu importe le secteur, c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Donc là, forcément, à ce niveau-là, il y a une démographie qu'on peut exploiter. Parce que là, l'argent, c'est déjà une niche. Ensuite, l'immobilier, c'est une sous-niche. Et ensuite, dedans, on est dans coaching et investissement locatif saisonnier. Il faut sous-nicher. Pour ensuite avoir un message très clair. J'aime bien dire ceci. Le business est silencieux. Tout ce qui se fait dans le business se fait dans le silence. C'est-à-dire, les gens qui font le plus d'argent dans le business ne sont pas forcément les personnes les plus bruyantes. Je vous ai déjà expliqué qu'en B2B, le marketing du B2B, c'est un marketing de sniper. On ne cherche pas à faire le plus de prix possible, on cherche à targeter les bonnes personnes. C'est comme dans, je ne sais comment parler, le système de mafia, ou bien Sarkozy qui s'arrange pour signer des contrats cachés avec le CIO, donc le comité des Jeux Olympiques, ou bien des contrats cachés avec Total, parce qu'on va détruire Kadhafi, ou bien Apple qui va signer des contrats avec le gouvernement américain, le Pentagone, la CIA, tout comme Palantir. Le gros argent, c'est toujours dans des milieux en private equity, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on signe des gros contrats. Ayez cette approche lorsque vous faites du business et que vous essayez de vendre des offres high ticket, B2B, très élevées. Ne cherchez pas à être le plus bruyant possible. Cherchez à faire du marketing de sniper. Et dans ce marketing de sniper, vous allez toucher les personnes qui peuvent vous intéresser et qui peuvent être intéressées pour ce qui est de vos services. Voilà pourquoi il faut sous-nicher si possible. C'est-à-dire, vous avez trouvé une niche. Est-ce que dans cette niche-là, je peux même davantage sous-nicher de telle sorte que nous gardons toujours une démographie très intéressante pour rester sur cette niche au moins 3 ans. Voilà. Encore une fois, je répète, faites attention, le business, actuellement, l'Occident est une civilisation très spéciale qui, à mon égard, qui, selon moi,
fait des choses qui vont totalement à l'encontre de l'être humain, d'accord? Voir des footeux courir toute l'année et qui jouent blessés toute l'année, 70% du temps, c'est-à-dire sur 12 mois l'année, ils sont blessés 7 mois, ce n'est pas normal. Nous voir consommer les réseaux sociaux, ce n'est pas normal. Nous voir consommer des produits alimentaires au travers de l'industrie, ce n'est pas normal. Détruire la nature, déstabiliser d'autres civilisations, d'autres personnes, ce n'est pas normal. On va profondément à l'encontre de tout ce qui régit des lois de l'univers dans les sociétés occidentales. Et le business, c'est pareil. Travailler comme un taré, détruire sa santé, faire des burn-out, ce n'est pas normal. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix parce qu'il faut faire de l'argent pour ensuite souffler plus tard. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à cause de cela, je vous garantis, votre santé, à tout moment, ça flanchit parce que la quantité de travail que vous allez devoir fournir dans vos débuts et pour en tout cas les 5 prochaines années va être une quantité de travail qui n'est pas normale, comme un footeux qui court 12 mois dans l'année, sachant que cela n'est pas normal, ou un bodybuilder qui remplit son corps de muscles alors que le corps n'est absolument pas adapté à cela. Nous ne sommes pas normalement programmés pour digérer les repas toute la journée pour avoir autant de muscles, même si les muscles nous permettent de ralentir le vieillissement, il y a une certaine limite. Pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. La quantité de travail que nous fournissons pour essayer de faire marcher un business, ce n'est pas normal. Et je veux garantir, votre santé, il y aura des séquelles. Donc, faites très attention. Je sais qu'il y a tout un marketing sur choisir un business rapide, TikTok, YouTube et j'en passe, faire de l'argent rapidement. Si vous avez ce cardio-là, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas ce cardio-là, vraiment, faites les bons choix. Choisissez l'offre qu'il faut choisir. L'IA est une bulle, mais bon, l'IA, tout le monde a son intérêt sur l'IA. Donc, choisissez quelque chose où vous pouvez construire une infrastructure IA pour une niche dans un marché bien défini et restez-y durant au moins 3-4 ans. Soyez malin, comprenez le leverage, cherchez à avoir la force de production de zéro des personnes qui vont faire le travail à votre place, protégez votre santé, utilisez les règles de ce business, les règles de cette économie destructrice d'elle-même, cette économie prédatrice, destructrice d'elle-même et de ceux qui la pratiquent. Protégez-vous en utilisant ces règles. Vous vous protégez avec le levier, vous déléguez, vous êtes le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée, ne faites pas le travail à la place de vos clients, ne soyez pas trop proche du client final, écartez-vous, tout ça pour protéger votre santé. Donc j'insiste sur le fait que ce que je montre pour l'étiquette, l'IA, c'est pas extrêmement facile. Construire son offre, faire une infrastructure pour ce qui est d'une agence ou bien faire du coaching ou du consulting, c'est pas évident. Il y a des business toujours bien plus faciles, mais j'insiste sur le fait que ça reste quand même un bon choix parce que vous pouvez rester 4 ans en train d'essayer de développer votre business avant qui vous permettra d'accumuler le capital à accumuler pour ensuite vous la couler douce et investir l'argent dans les compagnies des personnes qui prennent des risques. Donc, la démographie exploitable de cette sous-niche, dans cette sous-niche, elle est non négligeable. Ensuite, on se pose la question du potentiel chiffre d'affaires qu'on peut réaliser dans cette sous-niche. Moi, dans ce fichier-là, j'ai mis 835 niches. Là, normalement, il y a toutes les réponses et j'ai tout automatisé. Vous remarquerez qu'ici, par exemple, là, c'est automatisé. C'est-à-dire que si je change là, normalement, les réponses sont différentes. C'est différent. Voilà, hop, ça bouge. C'est différent. Voilà, c'est dans mes programmes d'accompagnement, j'ai totalement automatisé, de telle sorte que vous mettez une niche, vous avez absolument toutes les informations à prendre en considération lorsque vous faites le choix de cette niche. J'ai travaillé avec Claude et ChatGPT parce que ces IA, malheureusement, sont très généralistes. Donc, il vous faut une base, une connaissance en business pour recadrer ces IA. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment les trucs qui m'ont pris des mois à mettre en place pour tout ce qui est dans le programme d'accompagnement. Deuxième chose à faire, vous checkez le potentiel des chiffres d'affaires en high-ticket. Je dis bien en high-ticket. Là, quand ChatGPT dit 200 000 euros, si j'avais pas mis high-ticket, il m'aurait peut-être dit plus ou moins. Moi, j'ai insisté avec l'IA en disant en high-ticket. On parle de personnes qui peuvent acheter notre offre à un certain prix. Ensuite, vous regardez, est-ce que cette niche est trendy? D'accord? Pourquoi? Parce que il est toujours mieux, il est toujours préférable de se concentrer sur une niche où il y a un intérêt pour ce qui est de la population. Vous ferez toujours plus d'argent. Vous identifiez d'abord un grand monopole. Je me répète, un grand monopole dans votre business. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas à réfléchir 20 ans.
C'est les GAFAM, c'est OpenAI, c'est l'IA, c'est les agents IA. Ça, c'est des monopoles qui sont en train de prendre beaucoup de place dans l'économie. Dans ces monopoles, on l'a dit, je l'ai expliqué déjà avec l'Empire britannique, on regarde comment on peut tirer notre épingle du jeu. Très bien. Dans ces monopoles, ensuite là, on va regarder qu'est-ce qui est trendy. C'est-à-dire, par exemple, dans les monopoles des GAFAM, vous avez eu le dropshipping qui était trendy, d'accord? La hype est passée, vous avez eu OnlyFans qui est devenu trendy, donc forcément, il fallait être sur OnlyFans, j'ai dit OnlyFans, mais c'est un exemple, ou bien le SMMA, ou bien, je ne sais pas, YouTube à ses débuts, il fallait être plutôt dans ces entreprises plutôt que le dropshipping. Et je parle en connaissance de cause parce que mon ex m'avait dit déjà en 2019, Thierry, montre-toi sur YouTube, je n'ai pas voulu le faire. Et à partir de là, lorsque vous êtes sur une niche trendy, vous avez plus de chances que celui qui est dans une niche mature pour faire de l'argent. Dans deux niches, dans deux sous-niches qui sont dans un monopole, celui qui a le moins d'expérience des deux, mais qui est dans une niche trendy, où il y a de la demande, de l'attention, moins de clients, moins mature, fera toujours plus d'argent. En tout cas, bien plus facilement que celui qui est dans l'autre niche, qui a malgré cela plus d'expérience, mais qui est dans une niche déjà un peu saturée. Celui qui est dans la nouvelle niche fera toujours plus d'argent, même s'il a moins de connaissances. Donc, vous devez penser de la sorte. Donc, quand vous choisissez votre niche, vous vous posez la question, est-ce que cette niche est trendy? Donc là, par exemple, pour coaching en investissement locatif, l'IA me dit, le secteur est assez tendance car de nombreuses personnes se lancent sur Airbnb. Faites attention ici quand même, parce que je pense que la France a mis des lois, c'est la loi Puma ou la Le Maire, je ne sais pas, l'une des deux lois, pour interdire les Airbnb dans certaines régions de France. Mais bon, voilà. Ensuite, saturation de la niche, donc ça c'est pareil, on en a parlé, j'en ai parlé il y a quelques secondes. Estimation annuelle du taux de croissance, il faut que le taux de croissance soit supérieur au taux de croissance général de l'économie du pays. Bon, en tout cas, en France, c'est pas très difficile, vu le taux de croissance de la France qui est zéro, voilà, tout simplement. La France étant zéro, vous checkez ensuite le taux de croissance des GAFAM. Il faut que votre taux de croissance soit supérieur au taux de croissance du monopole qui est au-dessus de vous, c'est-à-dire le monopole, l'écosystème dans lequel vous allez faire de l'argent. D'accord? Si le GAFAM a plus de chances de faire de l'argent que vous dans cet écosystème, c'est pas bon. Dans le monopole que vous avez identifié, vous identifiez votre opportunité business, vous êtes censé, selon les règles du monopole, faire plus d'argent et permettre à ce monopole de s'enrichir. Si vous trouvez un business, si vous faites quelque chose qui va à l'encontre du monopole, c'est dangereux pour vous. Très dangereux. Je vous donne un exemple très stupide. TikTok en 2017, 2018, 2019, moi je suis dans l'e-commerce et il y a des gens qui découvrent OnlyFans, les OnlyFans managers. Très bien. Ils identifient, on est dans le monopole des GAFAM, des réseaux sociaux. Donc, le moyen de faire de l'argent, c'est d'être dans les GAFAM, c'est d'utiliser les GAFAM, les réseaux sociaux, l'attention, avoir des comptes, faire de la publicité. Très bien. Il y avait à cette époque toute une ribambelle de femmes qui utilisaient TikTok pour faire de l'argent en faisant la promotion de leur contenu sur TikTok. TikTok étant à ses débuts, TikTok étant extrêmement viral, TikTok ne fait pas de filtre. L'algorithme de TikTok aussi étant un algorithme très spécial, il était très facile pour ces personnes d'être virales. Très bien. Pour l'instant, tout va bien. On ne va pas à l'encontre des règles de TikTok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe que les parents commencent à se plaindre pour ce qui est TikTok parce qu'il y a trop de femmes à poil. On est à une période où, en fait, si toi, tu es une femme et que tu veux faire de l'argent sur TikTok, tu as juste à aller sur TikTok 15 minutes. Tu regardes toutes les trends TikTok ou des petites musiques de 5 secondes où les femmes montrent une cuisse, montrent une fesse, montrent un sein en 4 secondes. Et toi, tu rédupliques, tu fais automatiquement tes millions de vues, tu renvoies les gens vers le site internet et tu fais de l'argent, tu peux payer ton loyer. C'était extrêmement facile. Suite à cette polémique, TikTok commence à faire le tri. Lorsque TikTok fait le tri, vous avez des personnes sur OnlyFans qui font les choses de deux manières différentes. Vous avez des personnes qui se disent « Ah, parce que TikTok, en fait, à partir de ce moment-là, TikTok, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit que vous avez une position qui relève d'une position potentiellement sexuelle, TikTok, il bannit. Il veut même pas savoir. Parce que TikTok, c'est déjà une entreprise chinoise, donc il fait très attention. C'est pas comme Instagram. Instagram, c'est Pornhub aujourd'hui. TikTok fait très attention. Bon, aujourd'hui, TikTok est détenu par Oracle. Ok, très bien. Mais avant, c'était très dangereux pour TikTok parce que c'est pas américain. Les Américains, ce sont des personnes qui sont dans une logique d'impérialisme. Voilà, on sait tout ça. Très bien.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux personnes, vous avez des femmes OnlyFans qui font une chose et d'autres qui font une chose suite à ce nouveau comportement de TikTok. Et là, je pense qu'on parle de 2020-2023. Moi, je suis toujours dans l'e-commerce et le photovoltaïque. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des femmes qui vont se dire, bon, les femmes, les managers, quoi, ils vont se dire ceci. Ok, TikTok est devenu plus dangereux, c'est-à-dire que TikTok, maintenant, on montre une fesse, on se fait bannir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compte, on va partir sur une approche selon laquelle, eh bien, tous nos comptes ont une date de péremption très court-termiste. C'est-à-dire, le compte numéro 1, on va continuer de faire nos vidéos où on montre une fesse et on part et on considère que ce compte disparaîtra dans 3 semaines. Compte numéro 2, pareil. Compte numéro 3, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des comptes à la chaîne et en créant des comptes à la chaîne, on va se dire, bon, c'est pas grave, on a perdu 4 comptes, on en a créé 5 et dans ces 5 comptes-là, on continue de faire des vidéos dangereuses. Ça, c'est les premières personnes, ça, c'est les personnes qui font ça. Numéro 1. Le numéro 2, qu'est-ce que font les autres personnes? Ils comprennent qu'avec TikTok, ça ne peut plus fonctionner. Donc, elles vont tout simplement changer de concept. Au lieu de montrer de la peau dans les vidéos, on va plutôt faire des concepts assez humoristiques, mais toujours à caractère sexuel, mais qui passent sous les radars. Un exemple, vous avez, il y a eu plein de vidéos, parce que sur Instagram, vous êtes sur Instagram, vous scrollez 10 fois, vous avez des vidéos comme ça. Vous avez un mec, dès qu'il ouvre une porte de voiture, il y a une femme qui est sur le siège passager, qui a les jambes écartées, qui fait une photo et qui dit « Oups, je t'ai pas vu venir ». Donc, il n'y a pas de position suggestive. La femme est considérée comme le personnage secondaire de la vidéo, et que c'est l'homme, en fait, qui filme, qui, du coup, c'est la personne principale dans la vidéo. Donc, TikTok ne se dit pas que c'est la personne qui tient la caméra qui fait les trucs suggestifs, c'est une personne qui est dans le décor de la vidéo. Et la personne, elle, comme si de rien n'était, elle se prenait juste en photo. Donc, on passe automatiquement sur les radars. Tu peux toujours être viral. Tu as moins de chances d'être viral comparé aux premières vidéos qui fonctionnaient, mais tu peux toujours être viral. Et ça, c'est le deuxième type de personnes qui s'adaptent au univers de TikTok. Les deux font des vues. On est d'accord. Après 6 mois, à votre avis, qui fait le plus de vues? Qui est encore en train de faire tourner son business? Est-ce que c'est ceux qui font de la création de comptes en chaîne, en réaction, alors comment on dit explosion de réaction en chaîne. Est-ce que c'est ceux qui font de la création de comptes TikTok sous forme de réaction en chaîne, ou bien les deuxièmes qui créent moins de vidéos, qui ont toujours leur compte TikTok, mais qui se font moins bannir? À votre avis, 6 mois plus tard, qui est encore debout entre les deux, entre les deux personnes qui créent du contenu? On est d'accord que c'est les deuxièmes. Les premiers, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, ça devient fatigant, il faut créer des comptes. En plus, je travaille avec une femme. C'est assez difficile parce que les femmes, elles perdent vite de motivation. Ça demande une certaine discipline de créer des comptes. En plus, TikTok, il y a une certaine logique avec TikTok. C'est que faut savoir que lorsque vous créez un compte TikTok, l'algorithme ne se comporte pas de manière similaire avec tous les comptes. 25% des comptes fonctionnent bien mieux que 75% des comptes restants. C'est-à-dire que lorsque vous créez un compte TikTok, vous avez 75% de chances que le compte performe moyennement et 25% de chances que le compte performe excessivement bien en partant du fait que vous avez posté la même vidéo sur ces comptes-là. Donc, à partir de là, ça devient fatigant parce que ça demande trop de discipline. Et on répète encore les règles en économie. Dans cette économie productiviste linéaire où on se sert de la force de production des autres, quand ça demande trop de discipline, trop de force de travail, c'est red flag. Et dans les premiers cas, les gens, eux, ça demandait trop de discipline pour les premiers. Alors que les deuxièmes, en fait, c'est juste des personnes qui faisaient ce qui se faisait avant les bannissements TikTok. Ils font moins de vues, mais ils sont toujours en santé et ils créent du contenu et ils se font moins bannir. Donc, naturellement, les deuxièmes vont faire le plus d'argent. Et à partir de là, ces personnes vont naturellement enrichir TikTok. On est d'accord. Ce que j'ai expliqué là, vous pouvez le reprendre pour Facebook, la publicité Facebook, comme vous pouvez reprendre avec les entreprises un peu plus monopolistiques pour ce qui est des gouvernements et des États. Si l'entreprise ne permet pas à un gouvernement de gagner de l'argent, au bout d'un moment, cette entreprise va sauter, un peu comme le business de la drogue, si je ne puis dire. Donc c'est normal. Donc un monopole, vous devez permettre à un monopole de s'enrichir lui de même. Parce que ce monopole, lui, il est en train de faire grossir sa collecte de data pour ensuite construire son infrastructure, avoir quelque chose de solide qui va vendre plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec Stripe. Stripe laissait tout le monde faire n'importe quoi et au bout d'un moment, il a commencé à filtrer pour ensuite avoir des super infrastructures. Maintenant, Stripe, c'est une vente aux grosses entreprises.
Tu es une petite entreprise, Stripe, ils te coupent directement. Et ils ont fait le travail que je vous expliquais en phase 1, phase 2, phase 3. Ils laissaient tout le monde, ils ont collecté la data et en plus ils ont commencé à devenir un peu plus stricts. Maintenant, Stripe ne veut calculer plus si vous êtes un petit entrepreneur. Si vous allez à l'encontre des règles de Stripe, ils vous bannissent en 3 secondes et eux maintenant ils vendent leurs services de moyen de paiement à des grosses entreprises. Donc c'est pareil. Donc estimation annuelle du taux de croissance, il faut que ce soit supérieur au monopole dans lequel vous faites le business, mais il faut que le monopole, lui, gagne de l'argent grâce à votre business. Parce que le monopole, lui, il se sert de votre business pour lui, ensuite, pour plus tard, développer son infrastructure. La durabilité de la niche, il faut se poser cette question. Le coût initial pour pénétrer cette niche, il faut se poser cette question. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez trop cher? Est-ce que mon retour sur investissement va être important ou non? Il faut se poser cette question. L'accessibilité de la sous-niche aussi, c'est une question à se poser. Donc, c'est-à-dire la facilité ou la difficulté d'atteindre l'audience ciblée, les audiences ciblées. Est-ce que c'est facile? C'est-à-dire, par exemple, on part du fait que la majorité des e-commerçants, on peut les contacter sur les réseaux sociaux. Est-ce que je sais quel réseau social me permettra de contacter ces personnes? Et est-ce que ces personnes, lorsque je vais essayer de les contacter sur les réseaux sociaux, vont forcément me répondre? Si c'est trop difficile, il faut revoir la chose. Est-ce que c'est une bonne chose? Si c'est pas assez difficile, alors là, c'est un green flag. Il faut se poser la question. L'activité de l'audience de cette sous-niche, c'est pareil. Une présence active est recommandée sur YouTube ou Instagram pour attirer une audience intéressée pour les formations en location saisonnière. Donc ici, il faut que l'audience que vous allez cibler soit présente sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Sur le photovoltaïque, moi, c'était très difficile. Les mecs du photovoltaïque, ils n'ont pas de compte Instagram, LinkedIn, c'est moyen. YouTube, tu sais pas s'ils regardent des vidéos. Facebook, ils peuvent être dans des groupes, c'est pas évident. Donc toi, lorsque tu as une démarche, lorsque tu mets en place une stratégie d'acquisition client, tu sais pas trop. Bon, moi, je l'ai fait que avec la publicité, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément un budget, comment est-ce que ces personnes auraient fait? Donc c'est pour ça que la niche, c'est important. Est-ce que ces personnes sont présentes sur les réseaux sociaux? Parce que si vous avez du budget, c'est pas un problème, et si vous n'avez pas de budget, c'est dangereux. Ensuite, le type d'audience majoritaire, audience récurrente ou ponctuelle. Ici, il faut savoir si ces personnes sont plus à même à acheter plusieurs fois vos produits, vos services, votre offre, des upsells. C'est important parce qu'on répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des caractéristiques à retenir lorsqu'on construit notre écosystème, notre système économique. Il faut que les personnes reviennent sans arrêt. Il faut que nous, on donne l'impression aux personnes qu'on est là pour les aider avec un service top et qu'elles n'ont plus besoin de revenir. Or, en réalité, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Il faut qu'elles reviennent pour qu'on les observe sans arrêt. Donc, est-ce que ces personnes sont habituées à acheter des upsells? Tu vois, par exemple, un vendeur de formation, il n'a même pas besoin de se poser cette question parce que normalement, s'il y a des vendeurs de formation, il y a des acheteurs de formation. Donc, naturellement, lorsque tu es vendeur de formation, tu vas toucher les personnes qui ont l'habitude d'acheter des formations. Donc, à ces personnes, tu peux facilement leur faire des upsells parce que de toute façon, elles ont l'habitude d'acheter des formations. C'est comme ça. Une personne qui achète du maquillage achètera toujours plus de maquillage. C'est ses croyances fondamentales, ses habitudes de consommation. Elle achète du maquillage. C'est pareil avec les acheteurs de formation. Un acheteur de formation, il achète une formation business. Ça veut dire qu'il peut forcément acheter une formation sur la cuisine, sur la séduction, sur le sport, parce que c'est un acheteur de formation. C'est comme ça. Ensuite, le budget moyen prêt à être investi de l'audience, c'est-à-dire il faut savoir en moyenne combien la sous-niche que je veux targeter est prête à investir. Vous regardez, vous parlez avec l'IA, ok, moi j'ai une offre que j'aimerais vendre à 6 000 €, est-ce que ces personnes dans cette sous-niche peuvent facilement acheter mon offre? Moi, par exemple, avec le photovoltaïque, je me disais que moi je vais une offre à 15 000 €. Quand on a fait les calculs, on a vu que les mecs peuvent facilement payer une offre à 25 000 €. Il y a un petit calcul à faire dont on parlera plus tard. Mais voilà. Ensuite, humeur générale et attitude, ça c'est très important. Est-ce que les personnes que vous allez targeter sont des personnes accueillantes? Ça c'est important parce que si vous allez dans une niche où tout le monde est gris, tout le monde est méfiant, tout le monde râle, tout le monde pleure, c'est dangereux. Ça va, une fois de plus, vous décourager dans ce qui serait de durer à la longue dans votre business. Moi, en photovoltaïque, c'était difficile parce que j'avais des mecs très méfiants, mais j'avais aussi des mecs très hautain. Là, pourquoi j'ai tenu 1 an. Donc, il faut faire attention, être dans une niche où les gens sont cool, accueillants, ils vous écoutent. C'est toujours mieux. Faites attention à votre santé. C'est très important. Scalabilité, il faut se poser la question de la scalabilité. Et le risque financier, il faut se poser une question sur le collatéral. Ça, vous posez ces questions. Ensuite,
Vous savez directement si c'est intéressant. Ensuite, vous vous posez des questions socratiques pour ce qui est de vos compétences à vous. Est-ce que cette sous-niche te passionne ou t'intéresse vraiment? Il faut, après moi j'ai mis plein de questions ici, il y a plein de réponses ici, mais il faut que cette niche t'intéresse. Je répète, n'écoutez pas les personnes qui vous disent que il faut se concentrer, il faut faire un business où il y a de l'argent même si on n'aime pas cela. Aujourd'hui, l'argent, excusez-moi, a tellement perdu en valeur que les gens disent qu'il est plus facile de devenir riche. Ce n'est pas sûr. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut faire de l'argent sans aller au contact des gens, sans aller voir une banque, etc. Mais il y a une contrepartie à cela. La monnaie a perdu en valeur. Aujourd'hui, en Occident, les choses sont en train de se détruire. Ce qui fait qu'à cause du fait que la monnaie a perdu en valeur, à cause du fait que les gens qui ont fait une accumulation primitive du capital ont réussi à créer des monopoles et que cela leur permet toujours, eux, de vivre correctement, il y a tous ces contreparties qui font que, ok, peut-être que j'ai une opportunité de faire de l'argent sur Internet, mais avec tout l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, les réseaux sociaux, la consommation, la surinformation, la monnaie qui perd en valeur, la fiscalité, etc., il y a une contrepartie. Donc, pensez que comme à l'époque où j'ai travaillé comme un taré et puis j'ai 1 million d'euros, que ces 1 million d'euros en réalité valent 10 millions d'euros aujourd'hui, pensez que aujourd'hui je peux travailler comme un taré et faire mes 1 million d'euros avec tous ces champs tous ces champs, on va dire, de contraintes psychiques qui peuvent détruire votre être. Pensez une seule seconde que vous allez vous en sortir si vous partez du fait que vous allez mettre le maximum de discipline en place pour arriver à vos fins. C'est de la folie. En tout cas, peut-être que vous êtes très dur, peut-être que vous êtes quelqu'un de très endurant. Si c'est le cas, tant mieux. Moi, j'ai fait le caïd, je pensais que ça allait bien se passer. J'ai beaucoup flanché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment intéressez-vous à quelque chose qui vous stimule. Et je l'ai déjà expliqué en vidéo. Depuis, le monde n'a pas commencé aujourd'hui, d'accord? L'Occident n'a pas découvert quoi que ce soit qui n'était pas découvert bien avant. Les choses se répètent instantanément parce que ceux qui dirigent les sociétés ne vont pas lire, ne vont pas faire leurs fouilles pour voir les textes des anciennes civilisations qui prévenaient déjà les futures générations. Ce que je veux dire par là, c'est que, je répète ce que j'ai dit, pour ce qui est de la division du travail, pour ce qui est de la discipline à mettre dans le travail, ça tue votre psychisme, ça tue votre âme consciente, ça tue votre spiritualité, ça peut même tuer votre force vitale, ça peut tuer votre être. Quand vous êtes tous les jours comme un robot en train d'exécuter dans votre business, je le répète, Karl Marx en a parlé, Adam Smith en a parlé, Voltaire en a parlé, Hegel en a parlé, Tesla en a parlé, mais bien avant eux, les Arabes en parlaient, comme Ibn Khaldoun en parlait, Brahmagupta chez les Indiens en parlait, et bien avant eux, en Afrique, on en parlait déjà dans l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire Ouagadou, et bien avant eux, chez leurs ancêtres, on en parlait en Égypte et en Grèce. Plus jeune que l'Égypte, on en parlait déjà, il y avait déjà des textes de sagesse à la 4e dynastie, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 5000 ans, d'accord, où les gens parlaient déjà du problème de la division du travail, d'accord, de la décadence des sociétés, du rapport les personnes des villes, les personnes de province, des villages. Ils parlaient déjà de tout cela, ils parlaient de la valeur travail, ils expliquaient ce que la valeur travail, ils expliquaient que la richesse ne peut se faire qu'au travers de l'argent, mais ils expliquaient les dangerosités de la division du travail, ils expliquaient tout cela. Très bien. Donc, faites attention, concentrez-vous sur quelque chose qui vous intéresse. Il faut que cela vous stimule. Il faut qu'il y ait un minimum de plaisir. Il faut que cela vous stimule. Il faut que cela vous apprenne plein de choses en parallèle. Il faut que vous vous sentez vivant lorsque vous choisissez une sous-niche. N'allez pas dans quelque chose qui va vraiment vous abrutir. Ou bien, si vous décidez de faire quelque chose qui vous abrutit, entourez-vous d'humains. Ça vous permettra de tenir sur la longue. Donc, dans mon fichier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ces questions et ensuite j'ai mis ici l'importance de la question. Quand je mets ultra important là, j'explique en fait que cette question, il est important que tu aies une réponse ultra positive. Sinon, c'est dangereux. Mais quand il y a assez important, si ta réponse n'est pas extrêmement positive, c'est pas trop grave. Quand c'est important, il est quand même important que ta réponse soit positive. Et après, j'ai, je pense, des questions vraiment négligeables, c'est-à-dire moins importantes, voilà. Quand c'est moins important, vraiment, que ce soit positif ou négatif, que ta réponse soit positive ou négative, c'est pas trop grave.
Là, par exemple, j'ai insisté. J'ai fait ce tableau en fonction de mon expérience. J'ai insisté, j'ai mis ultra important. Si la réponse là n'est pas positive, cher ami, fais attention. Là, les acteurs principaux dans cette sous-niche sont-ils petits ou dominants? S'il n'y a pas de gros acteurs, il n'y a pas d'argent. Je t'ai expliqué, tu vas là où il y a des monopoles. S'il n'y a pas de monopole, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc là aussi, c'est assez important. Ensuite, tu te poses la question, as-tu un réseau partenaire existant dans cette sous-niche choisie? C'est une question assez importante, c'est-à-dire que si tu as forcément les contacts dans la niche que tu as choisie, si tu as des personnes que tu connais qui peuvent directement te permettre d'incorporer rapidement la niche, c'est toujours une bonne chose. À quel point cette niche est en accord avec tes valeurs ou passions? C'est important, toujours. C'est une question extrêmement parallèle, mais très connectée avec la première question. Fais attention à ton psychisme, fais attention à ton âme consciente. Il faut que tu restes humain dans ce que tu fais. Ensuite, êtes-vous expérimenté dans le business en général? Là, c'est important, hein, parce que là, on parle de high ticket. En high ticket, il faut quand même comprendre certains processus. Donc, je suis dans le business depuis quelques mois, j'ai généré un chiffre d'affaires, mais très peu de marge. Alors, j'ai pas mis toutes les réponses de cette question, mais ici, c'est très simple. Les réponses, en fait, positives, c'est oui, j'ai de l'expérience, ou bien je suis prêt à apprendre, tout simplement. Si je veux faire des raccourcis, c'est pas une bonne chose. Ou bien, si à un moment donné, j'ai été à la place de la personne à qui je vends une offre à étiquette, c'est aussi une bonne chose, car on n'oublie pas les règles que j'ai données plus tôt sur les croyances fondamentales de l'audience, c'est-à-dire que les personnes veulent la solution de la part d'une personne qui les comprend au mieux parce qu'elles ont été à la place de cette personne. C'est une question ultra importante. Ensuite, êtes-vous expérimenté dans cette sous-niche? Donc là, c'est justement ce que je suis en train de dire. Avez-vous déjà travaillé dans cette sous-niche, peu importe votre métier, en ayant échangé votre temps contre de l'argent pour prendre une quelconque expérience? Donc ici, c'est exactement ce que je dis. C'est soit vous savez exactement de quoi vous parlez parce que vous avez fait une offre done for you. Donc vous avez l'expérience dans la niche que vous avez choisie. À ce niveau-là, arrêtez l'offre done for you, partez sur done with you, ou bien vous avez été de proche ou de loin dans cette sous-niche, donc du coup vous avez une expérience, vous avez une vision pour ce qui est de cette sous-niche-là, parce que en parallèle, vous avez compris les dynamiques de cette niche, vous avez compris les contraintes et les avantages et les désavantages de cette sous-niche, vous avez une véritable expertise parce que vous avez baigné dans cette sous-niche-là, c'est un green flag. Si c'est le cas, allez-y, il n'y a pas de problème. Si vous ne connaissez absolument rien de cette niche, renseignez-vous un minimum avant de commencer cette niche, avant de vous attaquer dans cette niche-là. N'allez pas à l'aveugle. Je m'explique par exemple, dans le photovoltaïque, moi par exemple, la seule expertise que j'avais dans le business, c'était l'e-commerce. Donc quand j'arrive dans l'e-commerce et que les mecs me parlent de leur réalité quotidienne du photovoltaïque, j'étais un peu perdu. Donc j'ai dû durant un certain moment apprendre un peu plus sur ce marché-là, sur leur jargon, sur comment ils parlent, comment se comporte l'État dans leur niche, parce que justement l'État, lui, intervenait avec le photovoltaïque, etc. J'ai dû vraiment m'intéresser à la niche pour les comprendre. Parce que les mecs, durant l'appel, ils se rendent compte que vous êtes perdu, que vous n'avez aucune expérience, les mecs, ils vont tout simplement raccrocher le téléphone et puis ils vont se dire, bon, tu me perds mon temps, ou bien, et reviens quand tu seras un peu plus renseigné pour ce qui est de mon business, pour ce qui est de mon quotidien. Donc c'est important ici. Si vous avez déjà travaillé dans cette niche, tant mieux. Sinon, il faut vraiment vous renseigner avant de lancer cette niche-là. Parce que les mecs en étiquette, ils vont forcément vous poser des questions, ils vont forcément vous parler comme si vous vous y connaissez dans cette sous-niche-là. Donc ça, c'est important. Avez-vous vécu personnellement la situation initiale de votre audience? Moi, je pars du fait que c'est ultra important. C'est une question qui filtre, hein. Ça vous permet d'enlever beaucoup de niches dans votre cas, mais j'insiste sur le fait que si vous avez déjà été à la place du client, c'est extrêmement bien. Avez-vous le métier ou avez-vous pratiqué le même métier que votre audience? Aussi, ça c'est important. Là, je répète la question. Si vous êtes débutant, êtes-vous prêt à travailler dans n'importe quelle niche dans la mesure où cette niche est un minimum convenable? On parle de motivation, on parle vraiment d'intérêt pour cette niche-là. Avez-vous des compétences uniques que d'autres n'ont pas? Donc là, c'est l'unfair advantage dont je parlais plus tôt. Quel est ton chiffre d'affaires actuel? En fonction du chiffre d'affaires actuel, ici, je mettais des réponses, c'est-à-dire réponse, ou bien on va dire le travail que tu devras fournir pour ce qui est de ton offre. Si tu commences de zéro, construis bien ton offre, tu t'es sous-niché, et ensuite délivre ton produit aux personnes. Si tu as déjà généré un certain chiffre d'affaires, à ce niveau-là, il faut regarder. Est-ce que mon offre à étiquette, je peux pas la rendre encore plus do it yourself ou done with you? Est-ce que je ne peux pas commencer à vendre une offre low ticket, mid ticket en parallèle? Qu'est-ce que je peux ajouter dans mon écosystème pour moi me permettre de faire plus d'argent et moi, tout en essayant d'avoir le plus de leviers?
Donc ici, j'ai fait une analyse en fonction de la réponse que j'avais. Je pense que je l'ai écrit ici. Si je mets 0 à 10, vous êtes au tout début de votre parcours. Concentrez-vous sur des stratégies de lancement solides et rentables. Vous avez deux approches possibles. 1. Revoyez la vidéo explicative du plan étape par étape pour bien démarrer. Vous devez commencer par choisir correctement votre niche. Ensuite, bien contrôler et étudier votre offre ainsi que le marché avec ses croyances fondamentales, puis construire une offre à étiquette. Lancez-vous rapidement avec la création de contenu et des publicités pour que les prospects réservent un appel avec vous. Vous pouvez développer un produit low ticket qui permettra de générer rapidement des revenus. Pour financer votre publicité, servira de filtre. Les prospects ayant acheté le produit low ticket seront dirigés vers une page de vente pour réserver un appel comme dans le premier moyen. Bon, là, c'est une interprétation que j'ai mis dans mon programme, mais en fait, ici, c'est pas obligatoire. J'explique que dans une offre à étiquette, il y a ces techniques où vous pouvez utiliser l'offre low ticket pour filtrer les personnes. C'est aléatoire. Mais en tout cas, vous devez rapidement construire votre offre et aller ensuite la mettre à rude épreuve face au marché. Et en fonction des réponses, l'interprétation est différente. Votre progression est en cours, il est important de structurer votre offre. Idéalement, avoir une offre high ticket, mid ticket et low ticket vous permettra d'être antifragile, car la publicité pourrait être financée par votre produit, low ticket. En même temps, puisque ce produit amortira votre budget, vous pourrez perfectionner votre offre high ticket, entre 10 et 50 000 euros. Vous pouvez déjà commencer à voir ce qui marche et déterminer ce que vous pouvez scaler. Vous savez déjà à peu près qui sont les personnes intéressées par votre offre, alors essayez d'axer votre marketing sur ces cibles. Donc en fait, j'explique ici très simplement que si vous avez une offre et commence à fonctionner, essayez de voir quelle offre en parallèle vous pouvez créer. Parce que normalement, lorsque vous faites du chiffre d'affaires, vous avez des clients. Si les clients sont satisfaits, au lieu de chercher sans arrêt à vendre à de nouveaux clients, vous voyez quelle offre vous pouvez vendre en upsell à ces personnes. Upsell, downsell, vous voyez quelle offre vous pouvez vendre à ces personnes pour continuer, pour élargir la LTV de ces clients et vous continuez de faire de l'argent. Là, c'est pareil. Après, ensuite, en fonction du chiffre d'affaires, vous avez là, c'est 50 000 à 100 000. Vous avez une première traction, mais des ajustements sont nécessaires pour atteindre le niveau suivant. Assurez-vous d'avoir 3 produits clairs afin de bien gérer votre trésorerie. Normalement, vous savez déjà qui sont les personnes intéressées par votre offre. Concentrez-vous dans votre marketing sur ces personnes. Vous avez déjà de quoi commencer à bien processer, automatiser et standardiser vos process. Donc en fait, ici, très simple, toujours pareil. Est-ce que je ne peux pas vendre à d'autres personnes? Là, on augmente en chiffre d'affaires. Et là, on commence à voir qu'est-ce qu'on peut automatiser, où est-ce qu'on peut implémenter l'IA, comment est-ce que je peux plus automatiser, standardiser l'offre. Donc pareil, ensuite, on augmente ici. Vous êtes à un bon stade pour consolider vos acquis et préparer votre expansion. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne déjà dans votre entreprise et ce qu'il est avec succès. Vous pouvez optimiser votre génération d'attention pour toucher plus de monde. Donc ici, il y a plein d'interprétations. Le fichier, comme je vous l'ai dit, vous me contactez sur Instagram et je vous le donne. Avez-vous une offre as-tu déjà une offre low ticket? Ici, c'est pareil. Si tu as une offre ticket, je vais forcément te dire de voir si tu peux pas vendre une offre mid-ticket ou high ticket en fonction des personnes qui sont potentiellement satisfaites de ton offre low ticket. Combien représente en pourcentage ton offre low ticket? Ici, il faut que ce soit bas. D'accord? Par exemple, si j'ai mis 0, une offre low ticket pourrait être un levier stratégique. Si j'ai mis 0, j'explique que dans votre écosystème, c'est pas obligatoire, mais une offre low ticket peut vous permettre de filtrer vos clients, ça peut vous permettre de budgéter vos publicités, ça peut vous permettre de toucher plus de personnes, parce que tout simplement une offre low ticket, c'est du levier, c'est-à-dire que vous faites du 1 to 1 million, donc une vidéo, une publicité, les personnes achètent et vous délivrez des produits. Ensuite, 1 à 10%, je pense que c'est pas mal, mais j'essaie de dire ici, je pense que vous pouvez toujours en faire un peu plus. Par contre, 26-50%, c'est un peu trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'explique que si vous avez un écosystème à étiquette, il faut que principalement votre offre soit à étiquette, mais qu'il faut à peu près que 25%, il faut qu'il y ait à peu près 25% de low ticket et 25% de mid ticket. C'est-à-dire que vous touchez absolument tout l'écosystème, tout votre marché, parce que le problème du high ticket, c'est que 3% des gens vont acheter vos produits, mais après, vous laissez quand même 97% des gens, c'est-à-dire 17% des personnes qui pourraient être intéressées pour ce qui est de votre offre, mais qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter la étiquette. Est-ce que vous ne pouvez pas leur vendre quelque chose en fonction de leur intérêt? Et après, la ticket, il y a aussi de l'argent qu'il ne faut pas laisser sur la table. Est-ce que je ne peux pas vendre quelque chose dans l'étiquette à ces personnes qui sont dans ma liste d'emails, à ces personnes qui peut-être regardent mon contenu sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube? Il faut penser à tout le monde. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Avoir une offre à étiquette à 100%, vous laissez 97% des gens sur le banc de touche. Donc, si vous avez une offre à étiquette et que vous êtes capable de skill avec une autre offre à étiquette, comme le font les mecs avec des masterminds, c'est bien, mais vous laissez toujours quand même 97%
de ces personnes qui vous regardent, qui peuvent être intéressées et qui pourraient acheter vos produits. Donc ici, j'explique en fait que dans votre écosystème, il faut que vous pensiez à tout le monde et non pas qu'en high ticket. Vous commencez par le high ticket parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc on essaie directement de vendre cher. Mais lorsque ça commence à aller, on essaie de voir si on peut faire un upsell sur quelque chose d'encore plus high ticket, mais aussi un downsell pour les personnes qui, elles, n'ont pas les moyens de prendre notre offre high ticket. Tu as déjà une offre mid-ticket. Ici, c'est pareil. Donc là, ce que je dis en low ticket, je le dis en mid-ticket et en high ticket. Donc la question est la même, c'est combien représente en pourcentage ton offre mid-ticket dans ton écosystème. Est-ce que tu as déjà une offre mid-ticket? Je dis exactement la même chose. Et en fonction de là, j'ai une réponse. Et ensuite, lorsque vous avez analysé tout cela, dans mon fichier, je fais ensuite une sorte de verdict qui s'est automatisé en fonction des réponses qui sont apportées, qui est un verdict où j'explique en fonction des questions et des réponses, j'explique. Alors là, peut-être que là, il faudra peut-être changer. Attention à cette question ultra importante. C'est dangereux, donc revois peut-être un peu ta niche. Et après, moi, j'explique ici tout ce dont tu auras besoin pour ta niche. Mais en fait, le verdict ici, c'est très simple. Il faut que les questions qui sont ici, elles soient positives. Lorsque vous choisissez votre niche, retenez juste que la question, est-ce que cette sous-niche te passionne ou t'intéresse vraiment, il faut que ce soit positif. Ici. Êtes-vous expérimenté dans le business en général ou avez-vous un intérêt dans le business en général? Expérimenter, c'est le plus important. Et vous ne commencez pas vraiment de zéro. Est-ce que vous avez déjà fait un business, etc. Il faut que ce soit positif. Êtes-vous expérimenté dans cette sous-niche? Il faut que ce soit positif. Avez-vous vécu personnellement la situation initiale que votre audience vit actuellement? Il faut que ce soit positif. Là, avez-vous des compétences uniques que d'autres n'ont pas dans cette sous-niche? Donc un unfair advantage, une compréhension unique, une vision distinctive, des performances exceptionnelles, des qualités uniques, un physique adéquat pour cette niche, parce que bizarrement, la personal branding, quand on est beau, ça marche aussi. Une éloquence, une manière de parler en phase avec cette niche. Si c'est positif, c'est une bonne chose. Il faut que ce soit positif. Quel est ton chiffre d'affaires? Alors, cette question est importante en fonction de la réponse. C'est-à-dire, si tu débutes de zéro, il va falloir vite que tu épures ton offre. Si tu viens un chiffre d'affaires, quel upsell tu peux faire, quel downsell tu peux faire, comment est-ce que tu peux davantage toucher les personnes qui peuvent être intéressées pour ce qui est de tes services. C'est important. Il faut que ces questions que j'ai mis ultra important, il faut que votre réponse soit plus positive que négative. Tout simplement. Si vous commencez de zéro et que à cette question, avez-vous vécu personnellement la situation initiale que votre audience vit actuellement? Si vous commencez de zéro, vous n'avez jamais fait de business et donc du coup vous ne savez pas exactement ce que ressent la personne dans le quotidien, mais que la niche vous intéresse, il faut vous documenter. Vous documenter, il faut comprendre ce que la personne vit dans son quotidien. Parce qu'encore une fois, une personne, lorsqu'elle a un étiquette, elle veut se rassurer que vous y connaissez un minimum. L'achat n'est pas un achat émotionnel. Bon, il y a toujours d'émotion dans un achat, très bien, mais l'achat est réfléchi parce qu'on a étiquette et déjà que l'étiquette demande de nos jours maintenant énormément de travail dans la création de contenu, dans ce qu'on appelle le nurturing. Donc, vous êtes forcément obligé de vous y connaître un minimum, de faire des recherches pour voir ce que ressent la personne tous les jours dans son quotidien. Parce qu'en plus de ça, dans tout ce processus, la personne, elle doit se rendre compte que vous connaissez son problème et il faut qu'elle soit convaincue que vous êtes la solution pour son problème. Et en plus de cela, dans tout le process en étiquette, avant d'avoir quelqu'un au bout du fil, il faut être sûr que la personne est une personne qualifiée sur votre process, c'est-à-dire de filtrage des leads. C'est-à-dire il faut que la personne connaisse ses KPIs, la personne connaisse ses objectifs, la personne connaisse son problème, que la personne soit obnubilée dans la résolution de son problème, la personne a pris connaissance de qui vous êtes, la personne s'est identifiée à vous, elle s'est identifiée à vos valeurs, elle s'est identifiée à votre message, à votre manière de penser. Il faut que la personne ait consommé, la personne sache qui vous êtes en termes d'humain, parce que les gens achètent pour l'humain et non pas forcément pour les compétences. Il faut que la personne prenne connaissance, que vous avez conscience de son problème. Il faut que la personne ensuite soit convaincue que vous êtes la solution pour son problème. Tout ce que je viens de vous dire là, il faut que vous ayez la capacité de le valider avec le setter, avec vos vidéos YouTube, avec vos stories sur Instagram, on va en parler plus tard, avec vos emails, vos séquences d'emails pour nurturer la personne, avec vos automatisations WhatsApp pour continuer de nurturer la personne. Il faut que vous ayez tout un process qui va vous permettre d'avoir la réponse à ces questions afin d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc des deux côtés, c'est réciproque. La personne doit être sûre que vous connaissez son problème et que vous êtes la solution à ce problème. Et de l'autre côté, vous devez être sûr que cette personne est une personne de qualité qui veut à tout prix résoudre son problème et qui a conscience que vous pouvez
que vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Voilà pourquoi ces questions sont importantes. Donc, si vous débutez de zéro et que vous avez trouvé une niche qui vous intéresse, et il va falloir se poser toutes ces questions. Il va falloir que vous compreniez le client, son problème, quels sont les problèmes que peut avoir cette personne dans son quotidien, et lui montrer que vous connaissez ses problèmes et que vous pouvez lui apporter une solution. Voilà.